Eh ben, j'ai pas dormi de la nuit. Moi, j'avais besoin d'un café maintenant. Enfin, bref. Ouais, on y va, on y va. Là, ça va, mais ça va, là, je suis chaud, là. Je suis chaud. Donc, ok, on y va. Alors, Ouais, je sais ouais, pas. c'est pas longtemps. Ah, au top. C'est moi qui ai le plus d'hiver, là. Non, Il non, fait mais moins ça, 15, il m'a dit il fait moins 15, il fait moins 15. ah, Mais ouais, il y a la neige et tout, là. Ça va, ils mettent le chauffage à bloc. Ah, bah non, il y a le bleu. Il y a le flow. Ah, ouais. Voilà. Oh my God. C'est grand fouet. Ben, les caribous qui vont arriver, là, puis on va commencer à shooter dedans, là, ben comme il faut. Ouais, ok, bon, on est pêche café, on est dans la Gemara. Et voilà, donc normalement, voilà, le plus dur est passé, à mon avis, en ce qui concerne Tetsuya, et voilà. Donc, ok. Donc, en fait, donc, je pense qu'on est à la parenthèse. Donc, voilà, on est à la parenthèse. Donc, pour revenir à où est-ce qu'on en est, pour comprendre ce qui va se passer maintenant, il faut revenir sur la Braïta, sur le Kal Vachomer, encore une fois, où la Gemara, elle avait demandé, donc, c'est la fameuse Braïta. Donc, tu vois, donc, ok, on revient, ok, donc, on s'était sur la fameuse Braïta qui disait, en fait, pourquoi. Donc, encore une fois, l'idée, c'est que si quelqu'un, il sanctifie son champ, et que voilà, voilà, il a jusqu'au Yovel pour le racheter, il peut le racheter à moitié, et il peut le racheter aussi en empruntant. Et ça, on apprend d'un verset où il y a marqué Imgol, Igael, si jamais il va libérer, il libérera. Donc, ça nous apprend qu'il a ces options-là. Et la Gemara, la Braïta, elle s'était demandé, en fait, pourquoi j'ai besoin de ce verset-là, pourquoi est-ce que j'aurais cru le contraire. Ok. Au début, la Gemara, elle a voulu dire, ouais, parce que j'aurais appris ça de celui qui vend son champ, qui ne peut pas, en fait, le racheter à moitié, qui ne peut pas emprunter et le racheter. La Gemara, elle avait dit, non, mais celui qui vend son champ, il ne peut pas le racheter tout de suite. Donc, on n'a pas pu apprendre de là, puisqu'il doit laisser 2 récoltes chez l'acheteur. Et finalement, la Gemara, elle avait dit, en fait, on l'aurait appris de celui qui vend une maison dans une ville évidente, qui ne peut pas emprunter pour acheter sa maison, ni emprunter pour acheter sa maison, ni racheter sa maison à moitié. Donc, grosso modo, la conclusion de la Braïta, tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est ça, c'est que la Braïta, elle avait dit, en fait, si jamais il n'y avait pas un pasouk qui nous avait dit explicitement que celui qui a sanctifié son champ, il peut le racheter à moitié, emprunter, le racheter, j'aurais cru qu'il ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que j'aurais fait ressembler ça au cas de celui qui a vendu sa maison dans une ville entourée de murailles, qui lui ne peut pas racheter sa maison à moitié, ni en réalité emprunter et la racheter. D'accord? Donc si tu veux, c'est là où est-ce qu'on en est. Et sur ça, donc la Gemara va poser sur cette braïta une question. Voilà, tu vois, on va dire assez évidente. Mais voilà, je fais dans les mots. C'est bon, c'est clair. Ouais. Tu vois, donc on est quatrième ligne après la parenthèse. Amarlé, Ravacha, tu vois, ça veut dire. Puisque avant ça, la Gemara avait conclu en tous les cas que cette halakha, à savoir que celui qui vend une maison dans une ville entourée de murailles, est-ce qu'il peut racheter à moitié ou emprunter et racheter, ça dépendrait d'une discussion entre Rabbi Shimon et Rabbanan. Bon, ça c'était la conclusion, on ne va pas revenir là-dessus, surtout que ce n'est pas la peine. Donc, pour la suite, donc en fait, là on est en fait sur la vie de Rabbanan, on est sur la Braïta en train d'analyser la Braïta qui suit l'opinion de Rabbanan, qui avait pris comme une chose évidente, comme quoi si quelqu'un il vend sa maison dans une ville entourée de murailles, il ne peut pas la racheter à moitié, il ne peut pas l'emprunter et la racheter. Okay. Là, c'est dans les grandes lignes. Vous êtes dans les grandes lignes, n'est-ce pas? Non, dans les petites lignes. On est Kaf Aleph Hamoud Aleph, dans les petites lignes. Ouais, parce que tu vois, je sais, c'est pour ça, tu vois, on est Kaf Aleph Hamoud Aleph, on a appris la parenthèse. C'est pour ça, tu vois, toute l'histoire. Quand l'Agma, elle a répondu à Rabbi Shimon, à Rabbanan, tu vois, ça veut dire tout ça, c'est parce que, tu vois, j'ai pas envie de revenir sur l'histoire de la marloquette, Rabbi Shimon. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il y a une marloquette et on n'en aura pas besoin pour la suite. C'est qu'il y a une discussion, mais c'est simplement pour que ça ne vienne pas out of the blue. La conclusion de la Gemara en ce qui concerne, puisque la Gemara, elle avait demandé une question, elle était partie sur une question de halakha, savoir si quelqu'un il vend sa maison dans une ville entourée de murailles, est-ce qu'il peut la racheter à moitié, est-ce qu'il peut emprunter et la racheter? Et finalement, la conclusion, c'est que c'est une discussion entre Rabbi Shimon et Rabbanan. Selon Rabbi Shimon, que lui, il interprète la raison des versets, donc lui, il fait sa règle de 3, et donc ça tombe à la fin que, en fait, comme il la récupère par Yovel, donc il peut emprunter et la racheter à moitié.
Et ça, c'est l'opinion de Rabbi Shimon, mais la Braïta, elle suit l'opinion de Rabbanan qui ne pense pas qu'on n'interprète pas les raisons des versets. Donc, eux, ils réfléchissent d'une autre manière. Et ils sont arrivés à la conclusion, pour eux, c'était évident que si quelqu'un, en fait, il vend sa maison dans une ville entourée de murailles, il ne peut pas emprunter et la racheter, ni à la racheter à moitié. D'accord. Et de ça, et cette Braïta-là, elle avait surtout, c'est là ce qui nous intéresse, c'est l'étape d'après. Et la Braïta, elle dit, et c'est à cause de ça que j'aurais pensé que celui qui sanctifie son champ aussi ne peut pas le racheter à moitié, ni emprunter et le racheter. Et c'est pour ça que le verset, il a besoin de, parce qu'on aurait dit, ça ressemble au cas de celui qui vend une maison dans une ville entourée de murailles. Et donc, j'aurais dit de la même manière que celui qui vend une maison dans une ville entourée de murailles, il ne peut pas la racheter à moitié, il ne peut pas emprunter et la racheter, selon Rabbanan, parce que la Braïta, c'est l'opinion de Rabbanan. Donc, de la même manière, celui qui sanctifie son champ, il ne pourrait pas le racheter à moitié, ni emprunter et le racheter. Et c'est pour ça que le verset, il a besoin de nous dire Im Gaol Gael. Ça veut dire de dire explicitement que celui qui sanctifie son champ, il peut le racheter à moitié, il peut emprunter et racheter. C'est bon? Voilà. Donc, ça, la Gemara, elle continue. Elle pose une question sur cette Braïta. Donc, Amarlé, donc voilà, donc je suis quatrième ligne après la parenthèse. Amarlé, Ravacha, Béré de Rava, et Ravashi. Donc, Ravacha, le fils de Rava, il a dit à Ravashi. On aurait pu objecter sur ce cas-là. C'est Kafalef. Amoud Aleph. Il y a une parenthèse, Siman, Cheresh, Ravash, Zman. Tu vois, c'est une parenthèse où il y a marqué Siman, c'est marqué Yud, avec un petit tiré, Cheresh, Ravash, Zman, et en fait, c'est après la parenthèse. Tu vois? Donc, tu vois, c'est quatrième ligne. En partant des petits duos de la page, tu vois, tu as 4, 2, 3, 4, quatrième ligne. Après la parenthèse, il y a Amarlé, ça va être Amarlé, Ravacha, Béré de Rava, et Ravashi. Donc, tu l'as dit Ravacha, le fils de Rava, à Ravashi. Ça veut dire, alors, donc on aurait pu objecter, je lis, je traduis, après j'explique. Ika les mefrach, on aurait pu objecter. Ma les mocher, qu'en est-il de celui qui vend Baït, une maison, Bebaté Arechoma, dans les maisons, dans les villes entourées de murailles. Sheken Ura Koho, c'est-à-dire qu'on voit que la Torah lui a enlevé en fait déjà un droit, on va voir lequel. C'est quoi? C'est l'Igaël Léolam, c'est qu'il ne peut pas libérer pour toujours. Je traduis les mots après, il ne peut pas libérer pour l'éternité. Thomas, comment on aurait pu en déduire? Ben Magdish, dans le cas de celui qui sanctifie son champ, chez Yafé Koro, que la Torah lui a donné un droit, que sa force est belle, ça veut dire que la Torah lui a donné un droit, l'Igaël et Olam, de libérer pour toujours. C'est la fin de la question. Alors, tu vas pour expliquer, c'est simple, en fait, la question, elle est simple, c'est que ça veut dire, en fait, c'est si jamais quelqu'un, pour revenir à l'histoire de celui qui vend sa maison dans une ville entourée de murailles, quelle est la halakha? On a vu déjà, il a 1 an pour la racheter. Une fois que l'année elle est passée, s'il n'a pas racheté, elle reste chez l'acheteur tout le temps. D'accord? Tu vois, donc il a 1 an pour la racheter, c'est tout. Après ça, c'est fini. Ça, c'est celui qui a vendu sa maison dans une ville entourée de murailles. Maintenant, celui qui sanctifie son champ, par contre, il peut le racheter jusqu'au Yovel. Et si jamais au Yovel, il n'a pas racheté, c'est là où est-ce qu'il reste tout le temps pour le Beth Amikdash et il est divisé pour les Kohanim. Ça veut dire, enfin, comme Rachid va expliquer, c'est pas à ce point-là, mais c'est-à-dire, ça veut dire, il peut le racheter jusqu'au Yovel si les Kohanim, ils n'ont pas trouvé d'autres acheteurs entre-temps. Et en fait, en théorie, si les Kohanim, ils n'ont pas vendu à quelqu'un, et en fait, le propriétaire, il peut le racheter jusqu'au Yovel. Donc, en fait, on voit bien, donc c'est une question sur la Braïta. L'idée, c'est de dire comme ça, c'est toi, tu me dis, qu'est-ce que la Braïta disait? Elle disait, moi, j'aurais pensé que celui qui sanctifie son champ, il ne peut pas le racheter à moitié, de la même manière que celui qui vend sa maison, il ne peut pas la racheter à moitié. Alors, la Gemara dit, c'est pas que tu peux pas apprendre l'un de l'autre. On voit que dans la Torah, celui qui a vendu son champ, qui a sanctifié son champ, la Torah lui a donné le droit de racheter son champ jusqu'au Yovel. Donc, elle lui a donné beaucoup de droits, tu vois, comparé à celui qui a vendu sa maison, qui a que 1 an pour la racheter. Donc, tu ne pourrais pas dire, de la même manière que celui qui a vendu sa maison, il ne peut pas la racheter à moitié, celui qui sanctifie son champ aussi ne peut pas le sanctifier à moitié. Puisqu'on voit déjà que la Torah elle a donné beaucoup plus de droits à celui qui sanctifie son champ qu'à celui qui vend sa maison. Puisque celui qui sanctifie son champ, il peut le racheter jusqu'au Yovel, alors que celui qui a vendu sa maison, il n'a que 1 an pour la racheter. C'est bon? C'est clair, tu vois, dans les mots, ça va. Donc, on va apprendre, enfin, on n'aura pas pu faire le calvaire dans l'un de l'autre. De dire, qui dit qu'on a besoin de Imgao Ligael. Tout ça, c'est maintenant la Gemara, elle est partie sur une tangente. Dans le logique de la Braïta, ouais. Ouais, c'est ça. Maintenant, la Gemara, elle fait que interpréter la Braïta. Elle est partie sur une tangente, elle est plus sur son doute, à savoir est-ce qu'on peut racheter à moitié, blablabla, c'est fini tout ça. Tu vois, maintenant, c'est juste, tu vois, est-ce que, tu vois, ça veut dire, elle est partie sur une tangente, quelle est la halakha de, tu vois, quelle est la halakha de, tu vois, ça veut dire quelle est la halakha dans celui qui est, dans celui, simplement pour expliquer, tu vois, la Braïta qui dit pourquoi on a besoin d'un pasouk. On va dire que celui qui sanctifie son champ, il ne peut pas le racheter à moitié.
Tu vois, mais elle est partie sur cette tangente-là. Ça veut dire encore une fois, je répète encore une fois, la Braïta, elle a dit, j'ai besoin du verset dans celui qui sanctifie son champ pour nous apprendre qu'il peut le racheter à moitié, parce que sinon j'aurais déduit de celui qui vend sa maison, que de la même manière que celui qui vend sa maison ne peut pas la racheter à moitié, celui qui sanctifie son champ aussi ne peut pas la racheter à moitié. Et la Gemara a dit, mais comment tu aurais pu déduire l'un de l'autre? Celui qui sanctifie son champ, il a jusqu'au Yovel pour le racheter. Donc la Torah lui a donné plein de droits. Alors celui qui vend sa maison, il a qu'un an pour la racheter. C'est la question, elle est simple, tu vois. Voilà. C'est bon? Ah, je refais dans les mots? Vous voulez, je refais dans les mots ou pas? Oui. Dans les mots que je refais dans les mots. Amarlé, donc je reprends. Amarlé Havacha Behet Hava. Donc Havacha, le fils de Rava, il a dit à Havashi, il y a lieu d'objecter sur la Braïta. Mal et mocher baït. Qu'en est-il de celui qui vend une maison Bebaté Arechoma, dans les maisons des villes entourées de murailles, Baté des maisons arrêt les villes en Choma où il y a une muraille, chez Ken Ura Koho, où la Torah elle a amoindri son droit du vendeur, Ligael et Olam, pour qu'il puisse racheter toujours, c'est-à-dire qu'il a qu'un an pour acheter la maison. Tomar Bemagdish, est-ce que tu pourrais comparer ça à celui qui sanctifie son champ? Chez Yafé Koho, où la Torah lui a donné, elle a agrandi sa force, ses droits, Ligael et Olam, où il peut libérer en fait son champ jusqu'au Yovel, tant que les Kohanim n'ont pas vendu à quelqu'un d'autre. D'accord? Donc, comment j'aurais pu déduire que, de la même manière que là, il ne peut pas racheter à moitié, là aussi, il ne peut pas racheter à moitié. C'est lui qui sanctifie son champ, il a beaucoup plus de droits que celui qui vend sa maison. D'accord? Parce que celui qui sanctifie son champ, il peut toujours racheter la maison. Et celui qui sanctifie son champ, il a jusqu'au Yovel pour le racheter. Celui qui vend sa maison, il a qu'un an pour le racheter. C'est bon? Ah, ok, la Gemara va dire, ok, alors sur ça, elle va revenir sur l'histoire, elle va dire, Amarle Havacha Saba le Havashi. Donc, Havacha Saba, il a répondu à Havashi. Ouais, donc ça veut dire, a priori, ok, c'est pas, donc voilà, Mishum, donc lui, il répond à la question. Il lui dit, Mishum Deika le Memar, parce qu'on aurait pu dire, Nehdar Dina, qu'on fasse retourner le raisonnement, Vetiti Bame Hatzad. Et qu'on va faire donc Bame Hatzad, c'est-à-dire un Tzad Achavé. Ça veut dire, en réalité, l'idée, ça serait de dire, on ne peut pas faire un Kalva Homer. C'est vrai qu'on n'aurait pas déduit que celui qui sanctifie son champ, il peut le racheter à moitié. Il peut pas, il peut pas le racheter à moitié de celui qui a vendu sa maison. Mais en fait, on aurait simplement rajouté un autre cas. Comme on a vu celui qui vend son champ, on va voir. Et entre les deux cas, en fait, on aurait fait une règle. Et de là, on aurait déduit que celui qui sanctifie son champ, il ne peut pas le racheter à moitié. Elle va expliquer la Braïta, elle va expliquer quels sont les deux cas. Donc, c'est pour ça que je suis obligé de traduire tous les mots jusqu'à la suite. Donc, ça aurait été quoi le Tzad Achavé? On aurait dit, voilà, on a Bematzad Mocher Sadeh Arpuza. Donc, celui qui vend son champ, donc pas celui qui vend une maison, mais qui vend son champ, Yochiach. C'est-à-dire, on pourrait prouver que lui aussi, c'est-à-dire, il serait une preuve comme quoi on ne peut pas racheter un champ à moitié, et même ce serait la même halakha dans celui qui a sanctifié son champ. Pourquoi? Chez Yafé Koro Liga et Olam, parce que Yafé Koro, la force de celui qui a vendu son champ, elle est forte, il a le droit, Liga et Olam, de libérer son champ jusqu'au Yovel. C'est-à-dire que si quelqu'un il a vendu son champ, en fait, il doit le laisser 2 ans chez l'acheteur, mais après ça, il peut le racheter jusqu'au Yovel. Il a toujours la possibilité de le racheter au Yovel, jusqu'au Yovel. Et tu vois, donc, et malgré tout, Ven Lové, ça on l'avait vu, tout le monde était d'accord, En Lové Vegoel Hatsaïn. Celui qui vend son champ, il n'a pas le droit d'emprunter et de vivre pour acheter son champ, ni de le racheter à moitié. Et donc, j'aurais dit, voilà. Donc, on voit, donc de là, j'aurais dit, voilà, donc celui qui sanctifie son champ, c'est la même chose. Lui aussi, il peut libérer son champ jusqu'au Yovel, et il ne peut pas le racheter à moitié. Mais on avait objecté ça. Donc, c'est quoi l'objection? C'est mal et mocher sadeh arpuza. Tu pourrais dire qu'on ne peut pas déduire, on n'aurait pas pu apprendre le cas de celui qui sanctifie son champ, de celui qui a vendu son champ, qu'il avait reçu en héritage. Chez Ken Ura Koro, parce qu'en contrepartie, la Torah, à part ça, elle avait enlevé un droit à celui qui a vendu son champ. Ligael Miyad, c'est qu'il n'a pas le droit de libérer son champ tout de suite, il doit le laisser 2 ans chez l'acheteur. Donc, c'est pour ça qu'on avait dit, on ne peut pas déduire celui qui sanctifie de celui qui a vendu. Parce que celui qui sanctifie, il peut racheter son champ tout de suite, alors que celui qui a vendu, il est obligé de laisser au moins 2 ans chez l'acheteur. Alors, la Gemara dit, ok, sur ça, on va ramener le deuxième cas, qui est Mocher Baïd de Bater Echoma Yochia. On va ramener ensuite le cas de celui qui a vendu sa maison dans une ville entourée de murailles. Et lui, on voit qu'il lui peut racheter sa maison tout de suite, puisque d'après, il a 1 an pour la racheter, donc il a le droit de la racheter tout de suite. Et malgré tout, il ne peut pas emprunter et racheter à moitié.
Mais qu'est-ce que tu vas me dire? Ah, là-bas, c'est différent parce que celui qui a vendu sa maison, il a qu'un an pour la racheter et c'est différent de celui qui sanctifie son champ. Alors, sur cet argument, je pourrais te dire, oui, reviens sur le cas de celui qui a vendu son champ, qui lui peut libérer son champ tout le temps, tu vois, jusqu'au Yovel. Ça veut dire, grosso modo, tu vois, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait déjà vu ce type de raisonnement. Ah, c'est genre, il faut 2 branches pour en déduire la troisième. C'est ça de la Chavez. Je pense qu'on avait vu ça, ça veut dire, on avait vu ce type de raisonnement pas mal de fois dans le, tu vois, ça veut dire je regarde la caméra après parce que ça avait frozen. Mais tu vois, on avait déjà, ça veut déjà attendre que la caméra elle s'en aille. Mais tu vois, mais ça veut dire, on avait déjà vu ce type de raisonnement beaucoup de fois dans la Gemara, dans Kiddushin avant, dans le premier chapitre, quand la Gemara elle avait dit, est-ce qu'on peut prendre Kinyan Kesef, qu'une femme pourrait être achetée BKSF ou tous ces machins-là. Et si tu veux, en fait, il y a un type de raisonnement dans la Braïta que c'est en fait, si tu fais un tzad achavé, ça veut dire que en fait, l'idée c'est, tu peux apprendre un kalvachomer, c'est-à-dire, voilà, tu dis, c'est quand tu vas prendre d'un cas d'un autre. Tu dis, voilà, il y a ce cas-là, et si déjà dans ce cas-là c'est comme ça, alors kalvachomer dans l'autre, tu vois. Par exemple, ici, ça voudrait dire, si déjà dans celui qui vend son champ, il ne peut pas le racheter à moitié, c'est sûr que celui qui sanctifie son champ, il ne peut pas le racheter à moitié. Mais en fait, si tu as un problème avec ce kalvachomer, tu peux dire, ah non, parce que comme ici, par exemple, tu vas dire, voilà, mais celui qui sanctifie son champ, il peut racheter son champ tout de suite, alors que celui qui vend son champ, il doit le laisser 2 ans chez l'acheteur. Alors tu peux dire, ok, alors je prends un autre cas, je prends celui qui vend sa maison. Ou le type qui a vendu sa maison, il peut racheter la maison tout de suite. Et malgré tout, il ne peut pas racheter à moitié. Ah, mais celui qui a vendu sa maison, il ne peut pas racheter jusqu'au Yovel. Alors là, tu reviens sur le premier cas et tu dis oui, mais c'est vrai peut-être, alors que celui qui sanctifie son champ, il peut racheter jusqu'au Yovel. Oui, mais celui qui vend son champ, lui, il peut racheter jusqu'au Yovel et malgré tout, il peut pas racheter, tu comprends, il peut pas racheter à la moitié. Ça veut dire. On pourrait faire le acheter dans l'autre sens et apprendre l'opposé, non? C'est-à-dire l'idée, c'est comme ça. L'idée pour expliquer l'histoire, c'est comme ça. Parce que pour expliquer en fait comment est-ce qu'un kalvachomer ça fonctionne, tu vois, et ça veut dire comment ça fonctionne en fait, on va dire une objection sur un kalvachomer ou sur un bameh atzad. Ici, c'était même pas un kalvachomer. En réalité, puisqu'on n'a pas vraiment un kalvachomer. En fait, on voulait apprendre par quelque chose qu'on appelle, tu vois, un bameh atzad, c'est-à-dire on dit voilà, on voit un cas quelque part et on assume, tu vois, comme on avait déjà vu cette règle, ça veut dire avant le kalvachomer, ça veut dire plus simple qu'un kalvachomer. Tu veux dire que quand tu as un doute sur une halakha et que ailleurs la Torah elle t'a dit quelque chose, tu dois assumer que sûrement c'est la même halakha ailleurs. Dans le sens où, par exemple ici, je prends un exemple très simple. Ici, voilà, la Torah elle te dit quelqu'un il sanctifie son champ, il peut le racheter. Elle ne te dit pas s'il peut le racheter à moitié ou s'il peut emprunter ou racheter. Tu dis, ah voilà, dans le cas de celui qui vend son champ, la Torah elle a dit clairement qu'il n'avait pas le droit d'emprunter, de racheter à moitié. Donc, normalement, même si tu n'as pas un kalvachomer, tu n'as pas une raison qui te dit, ah, c'est sûr que celui qui vend son champ, c'est mieux. Bon, tu vois, tu peux simplement assumer. C'est-à-dire, tu dis, voilà, j'assume que du fait que cette halakha dans le rachat, elle a été mise dans celui qui vend son champ et qui ne veut pas racheter à moitié, qui ne veut pas emprunter et racheter, j'assume que quand la Torah elle nous parle de celui qui sanctifie son champ, qui rachète son champ, c'est la même halakha. Aussi, tu vois, il peut pas, ça s'appelle faire un binyanav, ça veut dire, j'assume que, en fait, la halakha, elle est la même, parce que j'ai pas la preuve du contraire. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, comment, si tu veux, donc ça, c'est la première chose. C'est quoi, comment ça fonctionne? Tu vois, c'est quoi la logique, tu vois, d'une objection sur un binyanav? Ça veut dire, ici, par exemple, la Gemara de dire, ah oui, mais c'est différent parce que celui qui sanctifie son champ, il peut racheter son champ tout de suite. Alors que celui qui a vendu son champ, il doit laisser 2 ans, c'est l'acheteur. Tu veux dire, OK, qu'est-ce que j'en ai à foutre, tu vois, c'est big deal, tu vois, quel rapport, tu vois, je m'en fous. Mais l'idée, ça serait de dire, tu vois, que non, ça veut dire que, en fait, ça veut dire que tu peux dire qu'en fait, la Torah, quand ça veut dire, c'est comme une sorte de dire que du fait que la Torah, c'est à cause du fait que la Torah, elle a empêché le vendeur du champ de racheter son champ au bout de 2 ans, qu'elle a aussi empêché de le racheter à moitié, ou d'emprunter ou de le racheter. Ça veut dire que c'est lié, ça veut dire c'est comme si tu veux, c'est la logique derrière, on peut dire n'importe quelle logique, on avait déjà vu que la logique c'était qu'on veut pas faire perdre l'acheteur, parce que l'acheteur, si jamais tu vois, il fait des investissements sur le champ, donc en fait, s'il pouvait emprunter, il pouvait racheter à moitié, il pouvait racheter tout de suite, en fait, le type, il va perdre ses investissements, donc c'est pour ça qu'on dit, ok, tu dois laisser au moins 2 ans, et on dit aussi, tu dois, comment dire, tu peux pas racheter à moitié, tu peux pas emprunter à racheter, etc. Mais tu vois, mais ça veut dire que donc tu pourrais dire, ah voilà, mais comme dans celui qui sanctifie, la Torah, elle a dit qu'il peut racheter le champ tout de suite. Donc en fait, je peux dire, voilà, donc ça veut dire comme il peut racheter tout de suite, ça voudrait dire aussi qu'il peut racheter à moitié, qu'il peut emprunter et racheter.
Tu vois, ça veut dire, on fait un lien, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une logique, si tu veux. Si tu veux, la première chose, on assume. On dit, voilà, s'il y a une halakha dans un cas A et qu'on ne voit pas le contraire, donc on l'applique par défaut au cas B, tu vois. Et après, ça, quand la Gemara objecte sur ça, c'est qu'elle veut dire, en fait, non, ça veut dire, en fait, le cas A, il a des particularités et peut-être c'est à cause de ces particularités qu'il a aussi d'autres particularités. Tu vois, puisque là, et comme dans le cas B, on ne retrouve pas ces particularités, donc en fait, j'ai pas de raison d'appliquer ces particularités qu'il y a dans le cas A dans le cas B. Tu vois, ça veut dire ici, encore une fois, c'est. Plus faible ou s'il est plus fort. Là, on parle d'un cas si le KB est plus fort ou plus faible d'une certaine façon. C'est même pas la peine d'arriver à plus fort. C'est pour ça que je dis, parce que quand tu vas dans l'histoire, c'est que pour comprendre comment est-ce que ça marche un peu mal, c'est mieux vaut, tu vas ne pas passer à plus fort, plus faible. C'est de dire simplement, tu vois, c'est parce qu'en fait, c'est pas ici, tu vois, par exemple, tu n'as pas un cas plus fort, un cas plus faible. Tout ce que tu dis, c'est qu'en fait, tu dis, voilà, ici, tu vois, celui qui sanctifie son champ, il peut le racheter tout de suite. Celui qui a vendu son champ, il doit laisser 2 ans chez l'acheteur. Donc, tu peux dire, OK, du fait que la Torah, elle a dit que celui. Donc, on voit déjà une particularité qui n'est pas la même, explicitement, tu vois. Et donc, toi, tu vas me dire, ah, OK, celui qui sanctifie son champ, il ne peut pas le racheter à moitié parce que celui qui vend son champ ne peut pas le racheter à moitié. Il te dit, peut-être que tu vois de la même manière que la Torah, elle a donné la possibilité à celui qui sanctifie son champ de le racheter tout de suite. Elle a aussi donné la possibilité de le racheter à moitié ou d'emprunter de le racheter. Puisqu'on voit, en fait, tu vois, que dans celui qui vend son champ, il y a une particularité vraiment, tu vois, spécifique qu'on ne retrouve pas dans celui qui sanctifie. Donc, en fait, ça veut dire que ces 2 particularités, elles sont liées ensemble par une logique. C'est ce que ça veut dire. Quand on objecte un Bamé Hatzad, ça veut dire quand on objecte un raisonnement en disant, puisque là c'est comme ça, là aussi c'est comme ça, en disant, ah, ici il y a une particularité, c'est pour ça qu'on ne retrouve pas chez l'autre, c'est pour ça que la deuxième particularité aussi, je ne la retrouve pas chez l'autre. Ça veut dire, en filigrane, ça veut dire dans la logique, ça veut dire que les 2 particularités, peut-être qu'elles sont liées. Ça veut dire le fait de ne pas pouvoir acheter son champ tout de suite et d'attendre 2 ans chez l'acheteur, et le fait de ne pas le racheter à moitié, et peut-être que c'est lié dans la logique, c'est un bloc, tu vois, c'est un bloc et c'est lié dans la logique. Ici, c'est facile à comprendre. Comme je vous ai dit, la logique, ça serait, on veut protéger les droits de l'acheteur, qu'il investisse dans le champ et tu vois que, tu comprends, parce que si jamais, en fait, le vendeur, il pouvait emprunter et racheter le champ tout de suite, mais tu vois, c'est facile. Le type, il vend son champ, il récupère l'argent. Après ça, l'autre, il fait des investissements dessus. Et après ça, le type même, si tu veux, il va re-emprunter de l'argent, il va racheter, il va récupérer tous les investissements de l'autre. Donc, c'est pour ça que la Torah, elle a dit, tu peux pas le racheter à moitié, tu peux pas emprunter et le racheter, tu dois le laisser 2 ans chez l'acheteur. Donc, on comprend que, tu vois, ça veut dire, il y aurait comme une sorte, tu vois, ça serait lié, tu vois, ça veut dire, ça serait lié les deux, si je veux, les deux choses, elles seraient liées ensemble. Tu vois, les 2 particularités, elles sont liées par une raison logique, si tu veux. Et comme on ne retrouve pas ces raisons dans celui qui sanctifie son champ, donc il n'y a pas lieu d'appliquer cette histoire de racheter à moitié ou d'emprunter et racheter. Ça, c'est comme ça que tu vois qu'on objecte. Donc maintenant, la manière, tu vois, ça veut dire, si tu veux, de réfuter cette objection, c'est en fait de dire, ah non, mais je retrouve cette particularité, par exemple ici, de pouvoir acheter à moitié ou d'emprunter et racheter, dans un autre cas, où la première particularité qui était, par exemple, dans le cas qui ne peut pas racheter pendant 2 ans, je ne la retrouve pas. Ça veut dire, ici, par exemple, ça veut dire comme ça. C'est comment ça fonctionne. Si on se dit, voilà, celui qui vend sa maison dans une ville entourée de murailles, on voit, tu vois, pour une raison XY, qu'il ne peut pas la racheter à moitié, qu'il ne peut pas emprunter et la racheter. Et malgré tout, lui, il n'est pas obligé de la laisser 2 ans chez l'acheteur. Au contraire, lui, il a qu'un an pour la racheter. Donc, il doit la racheter tout de suite s'il veut la racheter. Donc, tu vois, donc, on voit, donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on voit que comment dire, ouais, si tu veux, c'est pas un package deal. C'est que tu vois, c'est que la mitzvah, ça veut dire le truc de pas racheter à moitié ou de pas emprunter et racheter, c'est pas lié, par exemple, au fait de pas avoir le droit de racheter pendant 2 ans, puisqu'on voit que celui qui vend sa maison, il peut la racheter tout de suite et malgré tout, il n'a pas le droit d'emprunter et de la racheter ni de la racheter à moitié. Et après ça, tu vois, si tu veux, la question sur ça, c'est de dire, ici, ce qu'on a demandé tout à l'heure, c'est de dire, ah oui, mais celui qui a vendu sa maison, lui, carrément, après 1 an, il perd la maison complètement. Donc, en fait, il n'a même pas la possibilité de la racheter jusqu'au Yovel, alors que celui qui sanctifie son champ, il peut racheter la maison jusqu'au Yovel. Donc, tu vois, c'est-à-dire, enfin, j'étais trop vite peut-être. Tu vois, mais en tout cas, ce qu'on veut dire, en apportant le cas de la maison, si tu veux, ce qu'on a fait, c'est qu'on montre, en fait, qu'il n'y a pas de lien, en réalité, il n'y a pas de lien organique entre le fait de ne pas pouvoir racheter son champ 2 ans et le fait de ne pas pouvoir emprunter et racheter. Puisqu'on retrouve cette halakha de ne pas emprunter et racheter, de ne pas racheter à moitié, dans le cas de la maison, alors que quand le type il a vendu sa maison, il peut la racheter tout de suite. Tu vois, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu vois, ça, c'est Et après ça, le problème, c'est que voilà, ok, alors maintenant la Gemara te dit comme ça, elle dit ok, alors toi tu veux dire en fait la source de l'enseignement, ça veut dire ton binyan av, ça veut dire d'où tu veux
apprendre que celui qui sanctifie son champ, il ne pourrait pas le racheter à moitié, etc. C'est parce que celui qui vend sa maison, celui qui vend sa maison, il peut la racheter tout de suite, malgré tout, il ne peut pas la racheter à moitié, il ne peut pas emprunter et racheter. D'accord? Donc, toi, tu veux faire partir de là. Elle dit, mais l'Agma, donc sur ça, l'Agma a une question évidente. Elle dit, mais c'est complètement différent. Celui qui rachète sa maison, il a 1 an pour la racheter, après il a perdu. Celui qui a sanctifié son champ, il peut le racheter jusqu'au Yovel. Donc, c'est normal. Donc, je pourrais très facilement dire que de la même manière que la Torah, elle a donné à celui qui a sanctifié son champ la possibilité de racheter son champ jusqu'au Yovel, elle lui a donné aussi la possibilité d'emprunter pour le racheter ou de le racheter à moitié. Tu vois, puisqu'elle lui a donné plus de droits. Et sur ça, l'Agma, elle est consciente de cette question. Donc, ça veut dire, quand tu dis cette question, tu veux dire quoi? Tu veux dire en réalité que le fait, ça veut dire le fait de ne pas pouvoir emprunter ou de ne pas pouvoir acheter à moitié, il est lié au fait que, en fait, le type, il a qu'1 an pour acheter sa maison. C'est ça ce que tu veux dire. Et donc, tu vois ce que je veux dire, quand tu dis, voilà, je peux pas apprendre, quand tu dis, voilà, je peux pas apprendre le cas de celui qui a vendu je peux pas apprendre celui qui sanctifie son champ de celui qui a vendu sa maison, tu vois. Ça veut dire, c'est pas très compliqué ce que je dis, honnêtement, c'est pas compliqué. En plus, on l'a vu 10 milliards de fois avant dans la Gemara, au début, tu vois, ce type de raisonnement, on l'a déjà fait pas mal de fois, en fait. C'est vrai que dans Kiddushin, on le retrouve beaucoup, mais on le trouve, en fait, mais tu vois, ça veut dire, ce type de raisonnement, on l'a déjà fait une fois, mais ce que ça veut dire, alors, je reprends l'histoire, c'est que l'idée, c'est comme ça, si tu dis, OK, maintenant, on est dans l'étape où la Gemara, la Braïta, elle a dit, on va dire comme ça, celui qui vend sa maison, il ne peut pas la racheter à moitié. Il ne peut pas emprunter et racheter. Donc, celui qui sanctifie son champ aussi, il ne pourrait pas le faire, puisque j'assume de l'un dans l'autre par défaut. Mais sur ça, l'Agma, elle dit, mais non, tu ne peux pas faire ça, puisque celui qui sanctifie son champ, il a jusqu'au Yovel pour le racheter, alors que celui qui a vendu sa maison, il n'a qu'1 an pour la racheter. Donc, tu ne peux pas déduire l'un de l'autre, tu vois. Quand tu dis ça, qu'est-ce que tu veux dire? C'est là qu'il faut toujours après l'étape. C'est qu'est-ce que ça veut dire, cette question? Ça veut dire en réalité qu'il y aura une corrélation entre le fait d'avoir qu'1 an pour acheter la maison et le fait de ne pas pouvoir emprunter pour acheter et de ne pas pouvoir acheter à moitié. Ça serait ça la corrélation, tu vois. Alors sur ça, je veux dire, mais non, je peux te prouver que ça, c'est pas corrélé non plus. Pourquoi? Parce que celui qui vend son champ, il peut le racheter jusqu'au Yovel et malgré tout, il n'a pas le droit d'emprunter, de racheter ni de racheter à moitié. Donc, tu vois qu'il n'y a pas de corrélation entre ces deux halachot. Donc, c'est comme ça. Donc, finalement, tu arrives à comprendre que, si tu veux, on a prouvé... Ouais, dire le dernier. Donc, au début, il semble qu'il y a une corrélation entre le rachat. Ça veut dire tu pourrais emprunter... Tu veux dire, voilà, c'est que si tu n'as qu'1 an pour acheter ta maison, c'est à cause de ça que le type, en fait, ne peut pas emprunter et racheter, ni racheter à moitié. Parce qu'il y a une corrélation entre le fait que tu as 1 an pour acheter ta maison et le fait que tu ne peux pas emprunter et racheter à moitié. Et sur ça, l'Agma, elle te dit non, je peux prouver que c'est faux. Pourquoi? Parce que celui qui vend son champ, il a jusqu'au Yovel pour le racheter, et malgré tout, il ne peut pas emprunter et racheter, et il ne peut pas racheter à moitié. Alors, tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça. Donc, alors, qu'est-ce que tu m'avais dit? Oui, mais dans celui qui vend son champ, en fait, on voit une autre halakha qui ne peut pas le racheter pendant 2 ans. Et peut-être c'est là où il y a une corrélation. Ça, c'est ce qu'on avait dit au début. La Gemara te dit non. Tu vois, c'est ça ce qui veut dire. Tu fais retourner le raisonnement. Tu dis non, ça ne peut pas être corrélé. C'est de halachot de racheter à moitié ou bien ne pas avoir le droit de racheter pendant 2 ans, puisque celui qui vend sa maison, lui, il a 1 an pour racheter, donc il peut racheter tout de suite, et malgré tout, il ne peut pas emprunter et racheter. Donc, tu vois, ça veut dire que quand tu ramènes ces deux cas, quand tu ramènes le cas de celui qui vend sa maison et celui qui vend son champ, où dans les deux cas, en fait, il ne veut pas emprunter, racheter, ni racheter à moitié, tu prouves de ces deux cas que, le fait de racheter à moitié ou d'emprunter et racheter n'est pas corrélé avec l'interdit de racheter pendant 2 ans. Parce que tu vois, puisqu'en fait, tu vois que celui qui vend sa maison, il peut racheter sa maison tout de suite, et malgré tout, il ne peut pas racheter, il peut pas emprunter, racheter, ni racheter à moitié. Et tu prouves aussi que l'interdit, ça veut dire la non-possibilité d'emprunter, de racheter à moitié, elle n'est pas corrélée non plus avec le fait que le type, il a qu'1 an pour acheter sa maison, puisqu'on voit que celui qui vend son champ, lui, il peut le racheter jusqu'au Yovel, et malgré tout, il ne peut pas emprunter, racheter, ni racheter à moitié. Donc finalement, ça te prouve, avec ces deux cas, tu prouves qu'il n'y a pas de corrélation, si tu veux, entre ces halachot, tu vois, puisque tu les retrouves, en fait, si elles étaient corrélées, il faudrait que, tu vois, par exemple, il faudrait que celui qui vend son champ, par exemple, non seulement il ne peut pas racheter le champ pendant 2 ans, mais en plus, tu vois, je ne sais même pas, il ne le récupère pas au Yovel. À ce moment-là, tu pourrais dire, voilà, il ne peut pas le racheter jusqu'au Yovel.
Alors à ce moment-là, tu pourrais dire, voilà, l'interdit de racheter, ça veut dire la non-possibilité d'emprunter et racheter, ou de racheter à moitié, elle est corrélée à l'histoire que tu ne peux pas le ramener jusqu'au Yovel. Mais comme dans le cas de celui qui vend son champ, il peut racheter au Yovel et malgré tout, il peut emprunter et racheter à moitié. Donc ça prouve qu'il n'y a pas de corrélation, tu vois. Et, tu vois, c'est-à-dire les deux cas, ils prouvent que, si tu veux, il n'y a pas de corrélation entre chacune des particularités de chacun des cas, tu vois, c'est tout, tu vois, ça veut dire. Dans le cas de celui qui vend sa maison, il y a une particularité qu'en fait, il peut le racheter que pendant 1 an. Et tu vois, dans le cas de celui qui vend son champ, il y a une autre particularité, c'est qu'il n'a pas le droit de racheter pendant les 2 premières années. Tu vois, et tu pourrais dire, l'agma, elle pourrait dire peut-être que c'est à cause de ces particularités que, en fait, dans ces 2 cas, il ne peut pas emprunter, racheter ou racheter à moitié. L'agma, elle te dit, non, du fait que ces particularités, elles sont différentes, elle prouve qu'en fait, aucune de ces 2 particularités, c'est elle qui entraîne, tu vois, la halakha de ne pas pouvoir emprunter, racheter ou acheter à moitié. Donc finalement, tu vois, c'est-à-dire avec les 2 cas, tu déduis qu'à chaque fois, tu peux revenir sur ta règle en disant que on peut assumer qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose à racheter, en fait, on n'aurait pas le droit d'emprunter et racheter, de racheter à moitié. Donc, c'est que celui qui sanctifie son champ, il n'aurait pas le droit ni d'emprunter, de racheter, ni de racheter à moitié. Puisqu'en fait, puisque ça montrait qu'en fait, si tu veux, les particularités, c'est pas eux qui entraînent, si tu veux, cette halakha, comme quoi tu veux pas racheter à moitié. C'est aucune. Donc, ça veut dire que c'est dans tous les cas, c'est-à-dire que tu dois assumer que dans tous les cas de rachat, c'est comme ça. C'est dès qu'il y aura question de rachat. Donc, celui qui sanctifie son champ, ce qu'on était parti à la base, ça veut dire que ça montre qu'en fait, ce que tu avais assumé au début, c'est vrai. Ça veut dire que c'est pas, tu vois, parce que l'idée, comment on était parti à la base, on avait dit, la Torah a dit. Ah oui, alors on se dit, comme ils n'ont aucun lien les deux, on se dit que tous les cas sont comme ça. Voilà, exactement. C'est-à-dire que comme chacun il a des particularités différentes et tu vois que donc comme tu dis, ils sont même des particularités opposées, etc. Et que malgré tout, tu retrouves cette même loi comme quoi tu ne peux pas racheter à moitié ni emprunter et racheter. Donc c'est-à-dire que tu dois assumer qu'à chaque fois qu'il va y avoir un rachat, toujours tu ne peux pas emprunter et racheter ni racheter à moitié. Donc celui qui sanctifie son champ aussi ne peut pas emprunter et racheter ou acheter à moitié. Et c'est là ce que l'agma appelle un tzad achavé. Ça veut dire chazaradin et tzad achavé. Ça veut dire en fait, tu vois que tu vas pas. Tu vois, c'est-à-dire normalement un binyanav, ça veut dire, tu vois, je sais pas, tu vois, ça veut dire, encore une fois, ça veut dire, je sais pas si vous vous rappelez, mais dans la Mishnah qu'on dit, tu vois, qu'on dit avant la tefila, il y a dans la Braïta, on dit, Abishlosh chez Sremidot à Torah Nidreshet, vous avez dans le Sidour, on dit, tu vois, dans Mikal Vachomer, d'accord, Bizarre. Tu vois, là-bas, il y a 13, tu vois, mais le point, c'est Kal Vachomer, Xara Shava. Et là-bas, si tu veux, en fait, là-bas, il est marqué Binyanav Vekatuv Echad, Binyanav Mishte Ketuvim. Si tu regardes sur c'est lourd, tu peux regarder, tu vois. Ça veut dire, tu vois, Kalvachomer, c'est tu fais un raisonnement a fortiori. Xerashava, c'est que tu as une tradition en disant, comme il y a cette expression ici, et donc ça implique tel ou tel halakha, du fait que les expressions sont similaires et qu'on a une tradition que les halakhot, elles s'appliquent dans les 2 cas. Et le 3e cas, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est Binyanav Mikatuv Echad, ça veut dire que Binyanav Mikatuv Echad, c'est quand tu as un seul cas et que tu veux dire, comme la Torah a donné dans ce cas-là des halakhot, par exemple ici, on ne peut pas racheter à moitié ou emprunter et racheter, donc j'applique ça à tout. Mais des fois, en fait, tu ne peux pas faire ça parce qu'en fait, comme tu dis, tu as des questions, donc en fait, tu fais le Binyanav Mishne Ketuvim en utilisant 2 cas. Comme ici, où tu vas construire ta règle qui est binyanav, c'est la construction du père, ça veut dire tu assumes quelque chose de général en partant de 2 cas, en partant ici du cas de celui qui vend sa maison et le cas de celui qui vend son champ. Donc comme chacun en fait il a des particularités qui sont différentes, ça prouve en fait que c'est pas des particularités de chacun qui entraînent la halakha que je ne peux pas racheter à moitié ou emprunter et racheter. Donc ça fait que je fais un binyanav où à chaque fois qu'on va parler de rachat, je vais assumer qu'on ne peut ni racheter à moitié, ni emprunter à racheter. Pour ça, il en faut 2 pour montrer le 3e. Voilà, exactement. Le 3e, tout quoi. Voilà, exactement. Tu vois, c'est ça l'histoire. Parce que chaque cas, en fait, il refute la particularité de l'autre. Chaque cas, il montre que la particularité de l'autre, c'est pas celle-là qui entraîne, tu vois, qui entraîne la 2e halakha. Tu vois, c'est ça l'idée. Il anéantit la dépendance. Voilà, c'est décorrélé. Tu vois, c'est comme si tu dis, voilà, c'est comme pour donner un exemple plus simple, je sais pas, imagine, tu vois, voilà, il y a une course de cheval, et après tu dis, voilà, il y a un cheval qui a gagné la course, il était noir. Alors tu dis, ok, je fais une règle que tous les chevaux qui gagnent la course sont noirs, tu vois.
Et après ça, tu vois, ça veut dire, et après ça, il y a un autre cheval qui gagne la course et qui est blanc. Après, tu peux pas dire, ah, c'est tous ceux qui gagnent la course, ils sont blancs parce qu'il y en a un qui était noir, et vice versa. Donc, après, tu es obligé de dire, en fait, c'est ceux qui gagnent la course, c'est les chevaux, tu vois. Donc, s'il y a un cheval marron, il peut aussi gagner la course, tu vois. C'est à peu près ça l'idée, tu vois. C'est que, tu vois, ça prouve, tu vois, chacun, il prouve qu'en fait, que c'est pas parce qu'il était blanc ou parce qu'il était noir qu'il a gagné la course, c'est parce que c'était un cheval. Donc, ça veut dire, t'en déduis que n'importe quel cheval, il peut gagner la course. Donc, ici, c'est la même chose. C'est pas parce que celui-là, il peut pas racheter pendant 2 ans ou parce que celui-là, il peut pas racheter jusqu'au Yovel qu'ils peuvent pas emprunter, racheter ou racheter à moitié. C'est rien que parce que c'est un rachat. Donc, ça veut dire, c'est ça le marqueur. Et donc, ça reste la définition qu'à chaque fois qu'il y a un rachat, tu peux pas racheter à moitié, ni emprunter et racheter. Et tant que le verset ne te dit pas le contraire. Tu vois, c'est pour ça que j'ai besoin de Imgol, Igael dans Magdish pour te dire que voilà, non, dans Magdish, c'est ce qu'on aurait assumé, mais le verset il te dit non. En fait, quelqu'un qui sanctifie son champ, Dafka, il peut racheter à moitié, emprunter et racheter. Mais j'ai besoin du verset pour te le dire. C'est ça c'est bon? Ouais. Et pas un truc genre quand on le sait pour 2, ça voudrait dire que le troisième serait l'inverse. Ça veut dire, alors tu pourrais ça aussi, ok. Et je pose des questions auxquelles je te réponds, mais c'est que tu as raison ce que tu dis. Parce que tu veux déjà, tu compliquais de la chose. Ça veut dire que c'est vrai si jamais, en fait, tu as raison, si jamais, en fait, on n'aurait pas pu déduire l'un cas de l'autre. C'est-à-dire, tu vois, c'est vrai que tu as raison dans ce que tu dis, mais tu as raison dans ce que tu dis. Je ne sais même pas si tu ne poses pas cette question, tu vois. Avec moi, elle va poser une autre question. Mais c'est vrai ce que tu dis, mais ça veut dire, je vais t'expliquer, c'est-à-dire, l'idée c'est comme ça, c'est est-ce qu'on aurait pu déduire, ça veut dire, je vais t'expliquer pourquoi non. Ça veut dire, quand est-ce qu'on dit que, tu vois, que quand il y a marqué 2 versets, en fait, on en déduit que c'est simplement ces 2 cas et pas les autres, tu vois. On a vu ce type de raisonnement aussi. C'est qu'en fait, quand on aurait pu déduire l'un de l'autre. Ça veut dire que si, par exemple, tu vois, dans le cas où, imagine, tu vois que, ça veut dire, voilà, imagine, tu vois, imagine que si quelqu'un, en fait, il vend sa maison dans une ville de muraille, disons, ça veut dire, il peut la racheter la première année, mais aussi il peut ensuite la racheter jusqu'au Yovel. Imagine ça. C'est pas le cas, mais imagine. Et que dans la Torah, elle t'avait dit, OK, lui, il peut pas emprunter et racheter, ni racheter à moitié. Et celui qui vend son champ aussi, il peut pas emprunter et racheter à moitié. Donc, dans ce cas-là, ce que tu aurais dit, c'était vrai. Pourquoi? Parce que j'aurais dit comme ça. J'aurais dit, en fait, si la Torah elle avait dit simplement dans celui par exemple, que celui qui a vendu sa maison, il ne peut pas emprunter et racheter à moitié, j'aurais déduit par Kalva Homer, où tu vois certainement, à coup sûr, que celui qui vend son champ aussi ne peut pas emprunter et racheter à moitié. Pourquoi? Parce que tu dis comme ça, tu aurais dit, tu vois, si déjà celui qui vend sa maison, qui peut racheter sa maison jusqu'au Yovel, et en plus il peut racheter la maison la première année, malgré tout, tu vois, la Torah, elle te dit qu'il ne peut pas emprunter et racheter à moitié. Celui qui vend son champ, que lui, bien qu'il peut racheter la maison au champ, jusqu'au Yovel, mais il est obligé de le laisser 2 ans chez l'acheteur, c'est sûr qu'il ne peut pas emprunter et racheter à moitié, tu vois. Donc, dans ce cas-là, j'aurais dit, si la Torah, elle avait marqué dans ces 2 cas que tu ne peux pas racheter à moitié, tu vois, ça veut dire que tu veux. Alors là, j'aurais dit, du fait que la Torah, elle a spécifié dans les 2 cas, alors que j'aurais pu déduire l'un de l'autre, ça veut dire que le 3e cas, il est exclu. Ah ouais, ça n'a rien à voir. C'est ça. Alors que ici, pourquoi on ne peut pas dire ce que tu dis? Parce qu'on ne peut pas déduire un cas de l'autre. Donc, ça justifie le fait que la Torah a besoin de le répéter dans les 2 cas. Et donc, du fait que la Torah a besoin de le répéter dans les 2 cas, ça veut dire, après ça, au contraire, c'est comme si la Torah elle avait voulu te dire que, en fait, ces 2 cas-là, j'avais besoin de les marquer parce que je n'avais pas pu apprendre l'un de l'autre. Mais maintenant que j'ai ces 2 cas-là qui montrent qu'aucune des particularités, elle est vraiment le marqueur qui entraîne la Cha, donc il faut l'étendre à tout. Ah, si je peux apprendre par la logique l'un de l'autre, mais que la Torah précise dans les 2 cas, c'est ce que c'est le 3e cas. Voilà, ça exclut à tous les autres cas. Et si jamais, mais ici, pourquoi tu ne fais pas ce raisonnement-là? Parce qu'en fait, tu vois, tu n'aurais pas pu déduire un cas de l'autre, tu vois. En plus, la Torah ne le dit pas, donc. Ouais, mais c'est pas clair qu'elle le dit pas. Honnêtement, tu vois, c'est pas clair. On va voir parce que tu vois, en réalité, tu vois, je veux dire, tu vois, ça veut dire quand tu réfléchis, tu vois, à la fin, tu vois, si tu veux, c'est un peu ça le problème que Tosfot il a dit. Je sais pas si vous vous rappelez de Tosfot, tu vois, etc. On va voir Tosfot de toutes les manières, mais c'est parce que tu vois, ça veut dire, en fait, au fond, l'idée, c'est que à la fin, comment est-ce que tu sais? C'est-à-dire, si tu reviens sur la question de base de dire d'où est-ce que Rabbanan, ils savent que quand quelqu'un il vend une maison dans une ville entourée de murailles, d'où est-ce qu'ils savent qu'il ne peut pas emprunter et racheter à moitié, tu vois?
D'où est-ce qu'ils ont... Si c'est pas marqué quelque part, en fait, tu sais pas d'où ils le savent, tu vois. Et tu vois, c'est pour ça qu'à la fin, tu vas être obligé de dire, tu vois ce que Tosfot va dire à la fin, tu vois que en fait, selon Rabbanan, tu es obligé de dire que c'est eux, ils apprennent d'un verset quelque part. Parce que sinon, ils n'ont pas vraiment de source, tu vois. Ça veut dire, comment tu vas l'apprendre? Si c'est pas marqué, d'où tu vas l'apprendre? Tu vois, puisque en fait, on te dit, tu vois, qu'en fait, que tu vois que par exemple, celui qui vend son champ, par exemple, lui, on va dire, voilà, pendant 2 ans, il ne peut pas le racheter, etc., etc. Donc, tu ne peux pas vraiment faire un calvar homer avec celui qui vend sa maison dans une ville entourée de murailles. Donc, tu vois, d'où tu vas l'apprendre? Donc, tu es obligé de dire, en fait, finalement, que c'est une source, tu vois. Toi, tu vas le dire, tu vois. Si un pivot, c'est pas un pivot pour apprendre. Je sais pas, en mathématiques, il n'y a pas un truc comme ça, on prend une assumption pour montrer un autre truc, mais on va pas dire que le truc, il est vrai. Peut-être, on va voir, on va voir. En tout cas, c'est une autre question. C'est pour ça que pour l'instant, tu vois, pour simplifier les choses, tu vois, n'est pas encore dans des complexités, tu vas voir faire ta SWOT, etc. Et on prend, tu vois, que tout ça, c'est pas besoin d'entrer là-dedans. On voit que la Braïta, elle, en tous les cas, et la Gemara a compris que c'est l'opinion de Rabbanan. Ils ont pris comme une chose évidente que celui qui vend une maison dans une ville entourée de murailles, en fait, tu vois, il ne peut pas la racheter à moitié, il ne peut pas emprunter et racheter. D'où est-ce qu'ils l'ont sorti? C'est une autre histoire, tu vois. On s'en fout pour l'instant, tu vois, parce que. Mais en tous les cas, on prend ça comme granted, tu vois. Et à partir de là, il y a tout le raisonnement, tu vois. Finalement, le raisonnement, c'est quoi? Pour répéter encore une fois pour summarize, j'espère, tu vois, c'est de dire pour l'instant où est-ce qu'on en est, c'est de dire, voilà, la Gemara se demandait si quelqu'un sanctifie son champ, est-ce qu'il peut emprunter et racheter à moitié? La Gemara dit, j'aurais assumé que non. Pourquoi? La Braïta a dit, parce que j'aurais dit, si quelqu'un vend sa maison dans une ville entourée de murailles, il peut pas emprunter, racheter ni racheter à moitié. Donc, ça serait la même halakha dans celui qui sanctifie son champ. La Gemara a dit, mais comment tu peux apprendre l'un de l'autre? Ah, voilà, celui qui sanctifie son champ, en fait, il peut le racheter jusqu'au Yovel, alors que celui qui a vendu sa maison, s'il n'a pas racheté au bout d'un an, il a perdu. Donc, tu peux dire, on voit bien que la Torah, elle a enlevé plein de droits à celui qui vend sa maison. La Gemara a dit, non, mais j'ai un autre cas, j'ai le cas de celui qui vend son champ, qui lui aussi ne peut pas emprunter, racheter à moitié. Elle m'a dit, oui, mais c'est différent. Celui qui vend, qui a vendu son champ, pendant 2 ans, il n'a pas le droit de le racheter, alors que celui qui sanctifie son champ, il peut le racheter tout de suite. Alors, sur ça, la Gemara fait le raisonnement, comme on a dit, avec un Bamé Hatzad, en disant que du fait que la particularité que je trouve dans celui qui vend son champ, qui est celle qui ne peut pas racheter pendant 2 ans, je ne la retrouve pas dans celui qui vend sa maison, puisque lui, il peut racheter sa maison tout de suite. Et la particularité qu'il y a dans celui qui vend sa maison, c'est-à-dire qu'il ne peut pas la racheter après 1 an, je ne la retrouve pas dans celui qui vend son champ, puisque celui qui vend son champ, en fait, après les 2 ans, il peut racheter son champ jusqu'au Yovel. Donc, du fait que ce n'est pas les mêmes particularités, ça montre que ce n'est pas ces particularités qui entraînent à l'akha de pas pouvoir acheter à moitié et emprunter et racheter. Donc, j'aurais appliqué ça au cas de Magdish. Ouais, c'est ça ce qu'on a. Wow. C'est clair. Tu dois résumer ça au prochain cours. Hein. On avait des milliards de non, mais merci de l'avoir récapitulé comme ça, parce que voilà, merci d'avoir déroulé tout le raisonnement. Parce que, on ne l'avait pas sinon. Ouais, c'est bien. Okay. C'est pas moi qui vous embrouille. Non, pas du tout. Non, merci. Le raisonnement, il est limpide. Hein. C'est juste qu'il faut savoir le dérouler. Et puis, non, mais déjà fini, il y a la suite. Est-ce que il y a une objection sur ça. Rajoute du café pour la suite, mais j'écoute. Vas-y, j'ai été prendre un café, mais moi, ça prend plus de temps d'aller faire. C'est quoi, c'est midi pour vous, là? Non, il est bon, non, pour moi, il est tout. Moi, il est 1 heure, mais c'est parce qu'en fait, tu vois, moi, j'ai pas dormi beaucoup non plus la nuit, tu vois, c'est comme il dit. Tout ça, j'ai pas, je te dis, mais bon, ça, j'ai pas fait. J'ai envie de faire, mais bon, j'ai pas envie de me. Ça va, j'ai tombé. J'ai pas un petit sprite. C'est rien. Après un cours sioniste, vous avez quand même fait le cours le plus libéral que je connaisse hier. J'ai pas aimé le cours que j'ai fait hier, pas à cause de ça, parce qu'en fait, j'avais pas d'idée, tu vois. J'ai fait qu'un cours de synthèse, tu vois. Normalement, j'essaie de dire gauche, tu vois, etc. Là, c'était Stam, tu vois, voilà, des trucs. Mais bon, on peut pas toujours avoir des bonnes idées, tu vois. Ce qui sort, ça sort, tu vois. Voilà, en tout cas, je sais pas si c'était féministe, mais moi aussi, j'étais super surpris de tout ça. Tu vois, moi aussi, j'étais super surpris. Et ce qui est bizarre, c'est que vous soyez surpris, c'est-à-dire que. Ouais. Non, parce que je sais pas. Là. C'est pas ce qu'on enseigne. On croirait que c'est comme si c'est pas ce qu'on vous a renseigné.
honnêtement, tu vois, honnêtement, tu vois, c'est sûr que c'est pas une question d'enseigner, pas enseigner. C'est, tu vois, c'est clair que voilà, mais tu vois, c'est clair qu'avant, si tu veux, la position de la femme, elle était très, il y a eu des périodes, qu'est-ce que tu veux, je te dis, il y a eu des périodes. Mais c'est sûr qu'en réalité, tu vois ce que je veux dire, c'est clair, c'est sûr qu'en réalité, avant, ça veut dire, si tu veux, en Europe de l'Est et tout ça, et même chez les Sfaradim, si tu veux, la femme, c'était plus elle était bête, c'est mieux ça valait, si tu veux. Tu vois, ça veut dire, tu vois, un gros, La paix, quoi. tu vois, ça veut dire, il n'y avait pas de Et la paix. question, etc. Mais maintenant, tu vois, la question, je pense pas que tu vois, l'histoire, ça vient pas de la Torah, tu vois ce que je veux dire. Non, voilà. C'est quelque chose, tu vois, qui a été fait, que la société, elle a été construite comme ça et que voilà, que chez les juifs orthodoxes, ça fonctionnait comme ça, ou chez les juifs en général, tu vois, il y avait beaucoup de ça. Mais voilà, maintenant, tu vois, c'est clair que tu vois que la période des Grecs, tu vois, comme tu dis, avec, comme on dit, Shalom Sion, tu vois, ça veut dire Salomé Alexandra et tout ça, et même la période des Grecs en général, c'était une grande période où ils ont, qui est les débuts d'écriture de la Mishnah, il y a eu un super gros, en fait, ça a été, il y a eu, tu vois, on a inventé la Ktuva, tu vois, c'est Rabbi Shimon ben Shattar qui est la sœur, le frère de. voilà, c'est ça, c'est lui qui a fait la Ktuva, qui a inventé la Ktuva. Mais toute cette période de Hashmonaïm, avant la destruction du Beth Amikdash, ça veut dire, tu vois, un siècle avant, 2 siècles avant, c'était des siècles où, en fait, il y a eu des gros progrès au niveau, ça veut dire beaucoup de lobbying, je ne sais pas comment dire, en tous les cas, les Tanaïm, ils ont donné beaucoup de droits aux femmes, tu vois, qui n'existaient pas à la base, tu vois. Et c'est manienne, tu vois, parce qu'après, tu vois, je ne sais pas pourquoi, parce que ça a été des va-et-vient, il y a même, tu vois, ça veut dire que quand il y a eu un moment où ils ont fait un décret de le Sanhédrin, il avait fait un décret que que les filles, elles peuvent hériter de leur père. Alors que d'après la Torah, il n'y a que les garçons qui héritent. Et les filles reçoivent 10%. Et en fait, ce décret-là, il a été ensuite, il a été, c'est-à-dire quand ils ont fait ce décret-là, il y a des Tanaïm qui se sont opposés et ils avaient décrété ce jour-là un jour de jeûne public. C'est resté, tu vois, si tu regardes dans Megillat Ta'anit, ça veut dire après le décret, après ça, il y a eu du combat, il a été révoqué, mais ils ont gardé pendant toute la période jusqu'à la destruction du Beth Amikdash ce jour-là comme un jour de jeûne pour se souvenir, tu vois, qu'en fait, il fallait pas, tu vois, donner trop de droits aux femmes, un truc comme ça, tu vois, que donner faire hériter les femmes, c'était un truc complètement négatif, et un truc comme ça, tu vois. Donc, il y a plein d'histoires. Si tu veux historiciser l'histoire, il y a beaucoup de, tu vois, il semblerait que le grand combat, tu vois, de la cause des femmes, ça s'est passé pendant le siècle avant la destruction du Beth Amikdash. Et que ça a été une grande période de révolution, tu vois, à cause, justement, je pense que parce que, voilà, les Grecs, ils avaient donné beaucoup de droits aux femmes et surtout, il s'est trouvé que, en fait, les femmes qui étaient hellénisées, elles étaient beaucoup mieux que les mecs hellénisés, quoi. Ça veut dire que les mecs hellénisés, on a l'impression que c'est des monstres, quoi. C'était des mecs, ils étaient complètement anti-Torah, ils voulaient tout détruire et tout ça. Et que tous ceux qui ont remis, en fait, tu vois, la religion dans le, tu vois, en fait, qui ont remis la religion dans le, tu vois, à l'époque grecque, tu vois, contre tu vois, qui étaient plus modérés, qui ont permis surtout au judaïsme de revenir, qui ont institutionnalisé et le Sanhédrin et tout le machin. En fait, c'est des femmes à chaque fois. C'est bizarre que ça soit, tu vois, je sais pas pourquoi ni comment ça se fait, j'en ai aucune idée, tu vois. Mais en fait, on voit des trucs comme ça, tu vois, c'est très générationnel. On se dit, voilà, que la génération du désert, les femmes, elles n'ont pas participé et tout ça. Après, tu vois, des générations, c'était le contraire. Moi, je te dis, là, tu dis, j'ai un de mes, bref, tu vois, mais c'est comme je me rappelle, tu vois, quand on avait fait la yeshiva des Russes et tout ça, et qu'il y avait plein de Russes qui avaient fait, tu vois, au début, qui étaient partis à la yeshiva, etc. La plupart, après ça, tu vois, il y en a beaucoup, ils ont abandonné tout parce qu'en fait, il n'y avait aucune fille russe qui, par contre, elle était intéressée à faire tu vois. Ça veut dire, les mecs, si tu veux, les Juifs, les Russes, quand il y a eu l'ouverture de la chute du mur de Berlin, les mecs, ils allaient à la yeshiva en masse, ils étaient Ah ouais. je te promets. Parce que tu vois, pour eux, c'était un retour et tout ça, tu peux t'imaginer. Mais les filles, zéro, tu vois, zéro. Et tu vois, quand tu as pris ça, le truc, c'est que tu vois, il fallait les marier, c'était impossible. Il y avait, tu vois, il y avait, tu vois, tu vois, tu vois, ils sont mariés avec des Américaines, ça marchait pas, tu vois, parce que c'était pas du tout la même mentalité, etc. Ouais. Et à la fin, tu vois, la plupart, beaucoup, presque tous, tu vois, de ceux qui sont partis à la yeshiva, à terme, où ils sont devenus, tu vois, ils sont jamais mariés, mais la plupart, ils sont devenus non religieux, tu vois, etc. Mais c'est parce qu'en fait, tu vois, sinon, c'est impossible pour eux de se marier, tu vois. Donc, tu vois, c'est pour ça que je te dis, il y a des générations où je sais pas, tu vois, c'est sûr, mais c'est sûr que la relation à la religion, elle est vachement genrée quand tu réfléchis. Tu verras, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Ça veut dire, il y a des moments où les femmes, elles ont un super rappel à la spiritualité. Il y a un moment où c'est les hommes, des fois c'est les deux, mais tu sais pas pourquoi. En tout cas, à l'époque du Beth Amikdash, je crois, à la dernière siècle avant le Beth Amikdash, c'est clairement les femmes qui avaient en fait, tu vois, qui étaient les grandes, qui ont créé, tu vois, qui ont redonné une demande, qui sont revenus vers le judaïsme, quoi, plus que les mecs.
Je sais pas pourquoi, honnêtement, j'en ai aucune idée, tu vois. Mais ça s'est ressenti dans les lois que les rabbinim ils ont fait, tu vois, si tu veux. Ouais, non, c'est bizarre. Elle va bien d'avancer après cette parenthèse, tu vois. Revenons à ton coca Homer. Et tu vois, ok, donc, je vois, bref, donc on y va. Donc, ok. Ok. Ok, donc maintenant, ok, donc c'est ça ce que l'agma a dit dans les mots, ça donne ça, tu vois. Je vais reprendre quand même, tu vois, dans les mots. Tu vois, donc je reprends dans les mots, tu vois, je sais pas où est-ce qu'il est parti, Valentin. Déjà qu'il est parti faire du publicité. Mais moi, ce que je retenais essentiellement aussi c'est-à-dire que c'est pas open bar pour les femmes, c'est plus, ce que j'ai retenu de ce que vous avez dit, c'est que c'est un relais d'autorité. Du coup, ce serait un relais d'autorité, mais elle n'aurait pas d'autorité par elle-même. Et Oui. ouais, et c'est pas En tout comme cas, ça que c'est envisagé c'est pas comme ça que c'est envisagé quand on parle de femmes rabbins. On les envisage toutes comme des femmes qui auraient une certaine autorité. Donc voilà. c'est pour ça, moi, tous les temps des femmes rabbins, de toute façon, moi, je pense Ouais. que tout les diams de rabbin aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Je veux dire, ouais, c'est de l'expérience. Hein, ouais, j'ai vu. Ouais. C'est pour ça, déjà... l'idée n'est pas féministe, juste par rapport à ce que Valentin disait. C'est-à-dire que oui, ce serait féministe si tout d'un coup les femmes devenaient dépositaires de l'autorité rabbinique. C'est pas du tout ce qui est dit. C'est que ça peut être un relais d'information par rapport à ce que vous avez dit, c'est un relais d'information, un relais d'autorité, mais sans aucune autorité qui leur est donnée, à part celle qui leur serait un but du consistoire, par exemple, qui leur serait délégué du consistoire, et ce serait impossible à enforce. Donc c'est pas du tout. Et quand on parle de femmes rabbins aujourd'hui en France, de côté féminisme, on imagine vraiment une position d'autorité avec posek la halacha, etc., etc. Et c'est pas du tout ce qui est dit. Ouais, non, c'est sûr qu'il n'y a pas un truc. On voit bien que le rabbin ne dit pas comme ça. Ouais, je peux pas en parler. Parce que le vrai problème, c'est, tu vois, c'est que le niveau spirituel des femmes, il est bas, tu vois, c'est ça l'histoire, tu vois. C'est ça le problème. Tu vois. C'est pour ça que quand tu dis, parce que Valentin il a dit, ouais, j'étais surprise. Moi aussi, je suis surprise. Ça veut dire, l'idée, c'est que moi, tu vois, moi, je pense que, tu vois, voilà, le truc, c'est que, c'est de quelle femme tu parles, tu vois ce que je veux dire. Le problème, c'est aujourd'hui, de manière générale, le niveau spirituel des femmes, aujourd'hui. Qui c'est qui étudie? Est-ce que c'était la femme de Maïmonide, il y a les filles de qui étudiait avec lui? Il y a des la fille de Rachid. C'est ça. Même le Rahim, mais ça veut dire, c'est pas ça, c'est pas qu'une question, c'est ça. Si tu veux, l'idée simple, elle est facile, tu vois, c'est que tu comprends bien que la LFB, tu vois, c'est quand quelqu'un il doit étudier, si quelqu'un doit trancher la halakha, il faut qu'il vienne de la manière la plus objective possible, sans avoir aucun agenda. Aujourd'hui, les femmes, elles sont complètement incapables de réfléchir sans avoir un agenda. Dans quel que soit c'est pas qu'au niveau de la religion, c'est dans tous les niveaux, dans tous les domaines. Tu mets des femmes, tu vois, dans les sciences humaines, qu'est-ce qu'elles vont te foutre dans l'université? Ça va devenir des revendications pour, j'en sais rien, pour le tiers-monde, pour, j'en sais rien, les transgenders, pour ce que tu veux. C'est tout, sauf de là, tu mets une femme dans un truc de science, elle va transformer ça en je sais pas quoi, je sais pas quoi, en une revendication sociale, que c'est le contraire, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas comment les femmes, elles sont tombées là-dedans, mais c'est un fait aujourd'hui, tu vois, donc, tu vois, et ça, je te parle dans le même des sciences qui sont presque exactes, qui auraient pour vocation, si tu veux, tu vois, d'être basé sur des réalités, tu vois, même parce que les sciences humaines, normalement, à la base, c'était devenu des sciences parce qu'elles étaient basées soit sur des statistiques, sur des faits, etc. Et même ça a été complètement dévoyé maintenant dans toutes les facs, et c'est venu que des femmes. Tu vois, que des trucs de revendication, je sais pas quoi, pour les minorités, pour les machins, les ragnagnas, ça veut dire, le problème, c'est pas que tu aies des revendications ou pas, mais c'est comment est-ce que tu prends une science et tu la détruis, tu vois, pour en devenir un truc de revendication. Un objet, ouais. Si déjà ils ont fait ça avec des trucs scientifiques, qu'est-ce que tu vois qu'ils vont faire avec la halakha? Mais même le peu de femmes halakha qui se disent des halakhistes et tout ça, tu vois bien qu'elles sont que revendicatives, elles font aucun. C'est vrai que c'est que revendicatif. C'est que revendicatif. Qu'est-ce que tu veux? Parce que sinon, on les entendrait pas. Parce que si vraiment c'était pour l'halakha, sinon on les entendrait pas. Elles feraient ça de leur côté de façon hyper humble et voilà. Mais et puis tu vois, ça veut dire qu'est-ce que je te dis, c'est un fait, tu vois. Moi, je suis pas misogyne, mais tu vois, ça veut dire le truc, c'est moi, on devient. Je sais pas, tu vois, moi je pense que c'est parce que tu vois, comment ça se fait. Moi je pense que les hommes, ils ont une grande culpabilité là-dedans, tu vois. Parce que tu vois, je pense que tu vois, ça veut dire qu'il suffit que tu foutes le choix un pied dans un collège, dans une université, tu vois, pour voir qu'en fait c'est de la drague à gogo, qui a en fait beaucoup de, tu vois, ça veut dire en fait,
quand tu vois toutes les meufs dans les trucs de recherche universitaire, moi j'ai été 2 ou 3 fois dans des trucs, il y a beaucoup de flirts, tu vois, ça veut dire, et c'est 80%, et si tu veux, et le fait que c'est ça, si tu veux, parce que tu vas dire, ok, t'as flirt, tant pis, tu vois, tant mieux, mais non, parce qu'en fait, l'idée, c'est que tu vois, ça fait après que, tu vois, je sais pas comment expliquer, tu vois, si tu veux flirter avec une meuf, tu vois, en fait, tu vas pas lui dire, tu vas pas commencer à lui engueuler en disant, ouais, tu réfléchis, tu dis de la merde et tout ça, etc. C'est pas, tu vois, parce que les meufs, elles ont besoin de ça, tu vois, d'un certain moment. Tu vois, ça veut dire, si elles étaient guidées d'une manière objective, tu vois, par des mecs, je pense, tu vois, en tous les cas, au début, tu vois, ben voilà, ça n'aurait pas tourné à ça. Mais comme en fait, tu vois, les mecs, en fait, il y a beaucoup de fleurs, beaucoup de machins, de séduction, de ragnagna, les meufs, elles jouent là-dedans et tout ça. Donc, ça part complètement en vrille, tu vois. Et ça veut dire, après, ça fait que même, tu comprends, tout le système, il part en vrille. Tous les rabbins, mais c'est la même chose avec les rabbins, c'est tous les rabbins qui sont pro-féministes et tout ça, modernes, orthodoxes et compagnie. Tu vois bien que c'est des mecs, tu vois, ils ont aucun argument dans ce qu'ils disent. Tout ce qu'ils veulent, c'est plaire aux femmes, tu vois, c'est tout. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vrai. Tu vois, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est n'importe quoi, tu vois, ça veut dire, c'est tout, tu vois, voilà, j'ai la parenthèse, mais c'est tout, tu vois. Ouais. C'est ça, la Torah, c'est une science, la Torah, ça veut dire, c'est la vérité, c'est un truc que tu vois, c'est pas des preuves, t'as pas des preuves, c'est une vérité objective, tu vois, c'est tout. Alors, tu vois, c'est pour ça, les femmes aujourd'hui, si tu sens très bien que si tu leur donnes des trucs d'halakha, elles vont pas être objectives. Elles sont complètement incapables maintenant, Bichlal, de réfléchir sur un truc, tu vois, ça veut dire de manière objective, est-ce que ça c'est permis ou c'est assourd? Ils vont te dire, ah non, ouais, si ça te dérange vraiment, tu vois, je veux dire, ou si c'est truc, ou si tu vois, c'est ça l'histoire, tu comprends? Je veux dire, ouais, c'est tout, tu vois, je veux dire, mais je pense que voilà, je pense que c'est pas une fatalité que les femmes elles aient ce niveau de nullité, tu vois, spirituelle. Tu vois, c'est un truc, c'est le 20e siècle qui a fait ça, le 21e siècle. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Voilà. Moi, je pense très bien que des femmes comme Déborah, qui avaient le Ruach HaKodesh, qui pouvaient, tu vois, truc, qui avaient, tu vois, qui étaient complètement capables, tu vois, de juger objectivement, etc., et d'avoir un super gros niveau, que tout le monde allait leur demander des questions et tout ça. Ça, je le conçois tout à fait. Je veux dire, les femmes, elles ont un cerveau comme les hommes et tout ça. Ça veut dire, en théorie, je vois pas pourquoi c'est comme ça, mais la réalité des femmes aujourd'hui, c'est ce que tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça qu'en fait, tu vois, je sais pas comment on en est arrivé là. On en est arrivé là. Tu vois, et malheur à celui qui ose le dire. Peut-être. Ouais, je sais jamais tombe dessus. J'avance, tu vois. J'avance dans le calvaire. En tout cas, ok, donc, pour cette parenthèse, donc on va refaire dans les mots, tu vois, les ça d'achever. Ça veut dire, j'espère que, voilà, dans les mots, donc dans les mots, ça donne ça. Donc, c'est à Marley Ravacha, donc je reprends Marley Ravacha, Saba, les Ravachi, d'accord? En fait, c'est une. Marley Ravacha, Saba, les Ravachi. Donc, Ravacha, le grand-père, donc, le vieux Ravacha, il a dit Ravachi. Donc, comment le Kalvachomer, en fait, de la Braïta, il fonctionne? Il fonctionne à partir de 2 cas, et pas d'un seul. Donc, c'est ce qu'il dit, Mishum Deika les Memar, parce qu'il y a lieu de dire Nehedar Dina, ça veut dire on fait retourner le jugement, on fait retourner la logique. Et donc, Titi, on le déduit, Bemeatzad, ça veut dire, Bemeatzad, ça veut dire dans le point commun, par le point commun. Ça veut dire, en éliminant, on va dire, les choses qui sont non communes aux 2 cas. Tu vois, c'est-à-dire, chaque exception, elle élimine l'autre. Voilà, donc, l'Agma, elle explique, elle dit, voilà, Mocher Sadeh Achouza, celui qui vend un champ qu'il a reçu en héritage, Yochiar, ça veut dire, on peut prouver, chez Yafle Koho, Ligael et Olam. Parce que, si tu veux, ça. Parce que tu vois, la Torah lui a donné le droit, ça veut dire elle lui a donné de l'énergie, ça veut dire elle lui a donné le droit, Ligael et Olam, que il peut libérer son champ tout le temps jusqu'au Yovel, et malgré tout, il ne peut pas le racheter à moitié. Tu vois, ni emprunter et le racheter. VN Lové, il ne peut pas emprunter Vegoel pour acheter, Vegoel à Hatzaïn, et malgré tout, il peut non plus ne pas le racheter à moitié. Bien que, en fait, il a la possibilité de le racheter jusqu'au Yovel. D'accord? Ça, c'est lui qui vend son champ. Alors, maintenant, qu'est-ce que tu vas me dire? Tu vas dire, mal et mocher sader fouza, ça veut dire, mais tu peux m'objecter, mais celui qui vend son champ, qu'il a reçu en héritage, chez Kan Ura Koro, lui enlever le droit légal miyad, ça veut dire de pouvoir libérer son champ tout de suite, puisqu'il doit le laisser, en fait, 2 ans chez l'acheteur. Mocher baï de batare choma yochiach, ça veut dire, c'est là où maintenant je peux apporter la preuve de celui qui vend sa maison dans une ville entourée de murailles, où en fait, lui, il peut racheter sa maison tout de suite, et malgré tout, il n'a pas le droit d'emprunter et de racheter. Donc il dit Vechazar Adin, ça veut dire, et le jugement, la logique, elle tourne, elle revient sur elle-même.
Tu vois, l'oréisé qui est réisé, ça veut dire, je vois pas, ça veut dire la particularité de ce cas-là. Je vois pas, l'oréisé, je vois pas dans celui-là ce que je vois dans l'autre. C'est la traduction. Mais ça veut dire la particularité de celui-là, c'est pas la particularité de l'autre. Ça veut dire l'un, en fait, sa particularité, c'est qu'il peut pas être libéré jusqu'au Yovel, il a qu'un an pour être libéré. L'autre, sa particularité, c'est qu'en fait, il doit laisser 2 ans chez l'acheteur. Et donc, en fait, on voit que c'est aucune des deux particularités qui va entraîner le fait qu'on ne peut pas racheter à moitié. Et donc, Atsad Achavé chez Baez, donc ça veut dire le point commun qui est entre les deux, puisqu'on enlève les particularités, c'est que quoi? C'est Shenig Alin, que c'est du rachat, ça veut dire ils peuvent racheter le champ ou la maison. Donc, si on parle d'un rachat, Ve'en Love Vegoel, mais ils ne peuvent pas emprunter pour acheter, Vegoel Hasain, ni racheter à moitié. Donc, Af Ani Avi, donc moi aussi je vais inclure, Af Ani, moi aussi Avi, c'est-à-dire je vais inclure, Magdish, celui qui sanctifie son champ, Shenigal, qui est aussi, donc on peut le racheter, puisque la Torah a dit tu peux le racheter, mais En Love Vegoel, il ne pourrait pas emprunter et le racheter, ni Vegoel Hasain, ni racheter à moitié. D'accord? Donc c'est là où est-ce qu'on en est, ça veut dire la Gemara dit finalement, comme il y a les deux cas où on voit qu'on ne peut pas racheter à moitié, c'est celui qui vend sa maison, celui qui vend son champ. Chacun, c'est vrai, les deux cas, il a une particularité spécifique. Celui qui vend sa maison, il a qu'un an pour la racheter. S'il ne la rachète pas, il a perdu. Par contre, celui qui vend son champ, il peut pendant 2 ans, il ne peut pas racheter son champ. Mais on voit que justement, ces particularités ne sont pas les mêmes. Donc, le point commun, c'est quoi? C'est que c'est un rachat et tu ne peux pas racheter à moitié. Donc, j'aurais dit la même chose. Celui qui sanctifie son champ, c'est un rachat, il ne peut pas racheter à moitié. Okay? Avec moi, sur ça, elle va poser une question. Là, je l'ai dit à l'oral, peut-être, je ne sais pas, moi je le dis quand même. Ça veut dire qu'elle va dire comme ça. En fait, tu pourrais trouver un autre point commun. Ah, c'est quoi le point commun? Alors, j'expliquerai, c'est un petit détail. Tu vois, c'est comme ça. C'est que, voilà, c'est que, en fait, voilà, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu celui qui vend son champ, il doit le laisser 2 ans chez l'acheteur. D'accord? Minimum. Il peut racheter qu'au bout de la 3e année. C'est clair, ça? On a vu. Maintenant, celui qui vend sa maison, il a 1 an pour la racheter. D'accord? Donc, ce qui se trouve, tu vois, c'est que si tu regardes la 2e année, dans la 2e année, ni celui qui vend son champ, ni celui qui vend sa maison, ils peuvent racheter. Et donc, ça s'appelle ça le point commun. Et donc, alors que la 2e année, oui. La 2e année, tu vois, donc celui qui sanctifie son champ, il peut racheter son champ tout de suite. Donc, peut-être lui, il pourrait emprunter, racheter à moitié. C'est ça ce que la Gemara va demander. Il va dire, il a fait la 2, parce que celui qui vend son champ pendant 2 ans. C'est entre la 1re et la 2e année, les deux pourraient racheter et emprunter? Non, c'est ça. Non, c'est que celui qui vend son champ, il peut racheter son champ jusqu'au Yovel, mais pendant les 2 premières années, il n'a pas le droit de le racheter. Il ne peut pas, ouais. Okay. Celui qui vend une maison, il a la première année, il peut racheter la maison. Après, s'il n'a pas racheté au bout d'1 an, il ne peut plus la racheter du tout. Ok, donc au début, la Gemara disait il n'y a pas de point commun entre les deux, etc. Donc, je vais faire une règle. La Gemara dit si, il y a un point commun entre les deux. C'est quoi le point commun? C'est que dans la 2e année, dans les 2 cas, il peut pas, le vendeur, il ne peut pas racheter. Ça veut dire celui qui a vendu son champ dans la 2e année, il ne peut toujours pas racheter puisqu'il doit laisser 2 ans chez l'acheteur. Et celui qui a vendu aussi, il ne peut pas racheter puisqu'il a qu'1 an pour acheter. Donc, une fois que la première année est passée, la 2e année, il ne peut plus la racheter. Donc, tu vois, il ne peut racheter du tout. Donc, ça serait le point commun. Ça serait le point commun, ça serait tous les cas où pendant la 2e année, tu ne peux pas racheter. C'est là où tu ne peux pas emprunter, racheter ou ne racheter à moitié. Et donc, comme celui qui sanctifie son champ, lui, il peut racheter tout de suite, donc il ne serait pas inclus. C'est la question d'Agmar. D'accord? Tu vois, donc c'est ça. Donc, voilà, ok. Donc, on fait la question. C'est pour ça que j'ai envie de dire quand tu vas dire tu vois, comme ça, un truc. Donc, ça va être la question. Tu vois, c'est. Donc, Amarlé Marzoutra, de Rav Marie. Donc, tu vois, donc, Marzoutra, le fils de Rav Marie, il a objecté sur ses raisonnements à Ravina. Ika, les méfrares, ça veut dire Ika, il y a lieu, les méfrares d'objecter. Mal et Atzad Achavé, c'est quoi le point commun chez Baen? Ça veut dire entre celui qui vend son champ et celui qui vend sa maison. Chez Ken Ura Koham, ça veut dire que dans les 2 cas, ils n'ont pas la possibilité, on leur a enlevé la force, l'Igaël de libérer, de racheter Beshana Shnia, quand c'est la 2e année. Thomas Bemagdish, comment tu pourras apprendre celui qui sanctifie son champ? Chez Yafé Koro, que la Torah lui a donné le droit, l'Igaël Beshana Shnia, de libérer son champ, même la 2e année. Donc, voilà. Donc, ça veut dire, j'aurais dit que celui qui sanctifie son champ, il peut emprunter et racheter à moitié, puisque la Torah lui a donné le droit de racheter pendant la 2e année. Alors que dans les 2 cas, celui qui vend sa maison ne peut pas.
Alors, sur ça, finalement, la Gemara est bloquée, et donc elle va arriver à dire qu'en fait, finalement, elle va dire on est obligé d'en un troisième cas. Amar le Ravina, et c'est ça ce que Tosfot il avait dit au début, qu'en fait, on aurait pu, ce cas-là, il aurait été suffisant. Amar le Ravina, donc Ravina lui a dit, Mishum Deika le Memar, c'est que je peux apporter une preuve de Eved Ivri, d'un esclave juif. Donc, tu es obligé de ramener un troisième cas. Un esclave juif, un Imka Alovet Kohavim, qui est vendu à un non-juif, Yochia. Ça veut dire là, c'est une preuve, parce que lui, en fait, j'ai fait Korko légal Veshanashnia, c'est-à-dire il peut être libéré, ça veut dire il peut se racheter dès la deuxième année, mais même la première année. En fait, il peut se racheter tout le temps, quoi. Ça veut dire, dès qu'il est vendu, il a la possibilité de se racheter, mais il y a même une mitzvah pour les proches de le racheter. Et malgré tout, la Torah elle a dit En love vegoel, il n'a pas le droit d'emprunter pour se racheter, ni vegoel hasain, ni de se racheter à moitié. Donc, une fois que tu as ça, tu vois, donc tu dis voilà, donc on voit que dans n'importe quel cas de rachat, avec les trois cas, celui qui vend sa maison, celui qui vend son champ et celui qui est vendu en tant qu'esclave, dans les trois cas, on voit que dans ces trois cas-là où c'est des cas de rachat, il ne peut pas emprunter, racheter ni racheter à moitié. Et qu'est-ce que tu vas me dire? Ah, dans les deux premiers cas, il y a un point commun que la deuxième année, ils ne peuvent pas se racheter. Ah voilà, l'esclave juif, lui, peut se racheter tout le temps et malgré tout, il ne peut pas, peut emprunter et se racheter à moitié. Tu vois. Et tu vois, la question de Tosfot qu'on avait vue avant, tu vois, c'est que voilà, c'est que en fait, à partir de ce cas-là, tu vois, une fois que si tu es obligé de ramener l'esclave juif, en fait, pourquoi tu as besoin de passer par les autres étapes avant, tu vois? C'est-à-dire, la Braïta, elle aurait dû dire simplement plus simple, elle aurait dû dire si quelqu'un il sanctifie son champ, j'aurais assumé qu'il ne peut pas emprunter à racheter et racheter à moitié, parce que Kalva Homer d'un esclave juif, tu vois. Parce qu'un esclave juif, tu vois, lui, il peut se racheter quand il veut. Et tu as une mitzvah de le racheter. Et malgré tout, tu vois, il ne peut pas se racheter à moitié ni emprunter à se racheter. Donc, c'est lui qui sanctifie son champ aussi, bien qu'il peut se racheter quand il veut. J'aurais assumé, j'aurais appris par un binyana, en tous les cas, que voilà. Et il n'y a aucune question sur ça. Ça veut dire que tu ne peux rien poser comme question. C'est-à-dire que tu vois, l'esclave juif, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vois, ça veut dire l'esclave juif quoi? Tu vois, ça veut dire tu vois, ça veut dire, voilà, l'esclave juif aussi, à la fin, il est libéré au bout des 6 ans. Tu vois, l'esclave juif, il peut se racheter quand il veut. Ça ressemble au cas de, tu vois, ça veut dire, tu aurais pu dire, non, tu aurais pu dire, voilà, tu aurais pu dire que si déjà, que l'esclave juif, lui, il est libéré au Yovel. Non, je pense que l'esclave juif qui est vendu à un goy, il est libéré au Yovel, alors que celui qui vend son champ, en fait, si quelqu'un sanctifie son champ et qu'il n'a pas racheté jusqu'au Yovel, il perd son champ. Est-ce que c'est la différence? Ça veut dire, ouais, j'ai besoin, non, on ne peut pas prendre de l'esclave juif en réalité. Bizarre. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, je sais pas, parce que Tosfot, le dernier Tosfot, tu vois, il avait demandé cette question, il avait dit, la fin du Tosfot, c'était de dire, pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas directement de l'esclave juif? Mais maintenant que je pense, je dis, tu vois, l'esclave juif, lui, en fait, il est libéré au Yovel. Alors que si quelqu'un il sanctifie son champ, s'il n'a pas libéré au Yovel, ben, il reste chez les Kohanim. Donc, tu peux pas apprendre l'un de l'autre, tu vois, ça veut dire. Ouais, je sais pas, tu vois. Il faudra regarder les commentateurs de Tosfot, tu vois. Mais en tous les cas, l'idée, c'est qu'en tout cas, avec les trois cas, c'est sûr qu'avec les trois cas, c'est sûr que tu peux apprendre. Ça veut dire, avec le cas, ça veut dire que si tu vas trouver le point commun entre celui qui vend sa maison, celui qui vend son champ et l'esclave, et à la fin, tu vois, donc là, tu vois bien que la règle, c'est que dès qu'il y a un rachat, dans ces trois cas, il ne peut pas emprunter et racheter, ni racheter à moitié. Donc, j'aurais dit que celui qui sanctifie aussi, même s'il veut racheter son champ, il ne peut pas emprunter ni racheter à moitié. C'est pour ça que la Torah elle a besoin de dire que celui qui sanctifie son champ, c'est une exception. Voilà. C'est bon? Ok, je vais racheter sur ça. Alors, ouais. On y va? Rachid. Alors, ok, donc maintenant, où est-ce qu'on est dans les Rachid? Ikan et mes frères. Tu vois, Rachid, donc il avait dit, donc quand l'Agmara, elle avait dit, donc c'est dans les petites lignes de Rachid, c'est la deuxième petite ligne. Donc c'est quand l'Agmara, elle avait dit, comment tu peux apprendre en fait que celui qui sanctifie son champ ne peut pas racheter à moitié du fait que de celui qui vend sa maison. Voilà, celui qui vend sa maison, lui en fait, si jamais en fait il la rachète pas, il la perd, tu vois. Il a 1 an pour la racheter, c'est tout. Celui qui sanctifie son champ, lui il peut le racheter jusqu'au Yovel. Donc on pourrait dire que puisqu'il peut racheter son champ jusqu'au Yovel, il pourrait aussi le racheter à moitié ou emprunter et racheter, d'accord. Donc ça, c'est ce que la donc Rachid va expliquer. Donc Ikal et mes frères, je pourrais objecter à cette relation que la Braïta elle a fait entre celui qui vend sa maison et celui qui sanctifie son champ. Beha matnita, donc ce qui est marqué dans la Braïta.
des Itzrechakra les Magdish, qui avait dit qu'on avait besoin du verset pour nous dire que celui qui sanctifie son champ chez Gilvé Veyigaël, qu'il doit emprunter et qu'il peut emprunter et libérer son champ. Mishum Deha Atia le Medina, puisque sinon je l'aurais appris, Mishum Deha Atia le Medina, c'est-à-dire parce que je l'aurais appris, je l'aurais déduit Atia, Mishum parce que Deha, n'est-ce pas que Atia, je l'aurais déduit Atia le, c'est-à-dire je l'aurais fait venir, c'est-à-dire je l'aurais déduit Medina de la logique, Shel Mocher Baïd, de celui qui vend sa maison, Beir Choma, dans une ville entourée de murailles, Shel Love Vegoel, qui ne peut pas emprunter et libérer. Et donc, qu'est-ce que j'aurais pu... Là, Rachid n'a pas expliqué quelle est la question. Donc, Rachid il a simplement cité la Braïta en disant que la Braïta, elle apprenait le cas de celui qui sanctifie, de celui qui a vendu sa maison. Elle dit, j'aurais pu objecter, quoi Mal et mocher, donc ça c'est la suite. Mal et mocher baït veichoma. N'est-ce pas la lacha dans celui qui vend sa maison dans une ville entourée de murailles Sheken ura kocho, où on voit que la Torah lui a enlevé un droit. Léolam, qui ne peut pas libérer pour toujours, il n'a qu'un an pour libérer. Mishana Rishona Vaelach, ça veut dire après la première année, et ensuite il ne peut plus racheter sa maison. Thomas Bemagdish, tu ne veux pas en déduire de là celui qui sanctifie son champ. Chez Yafé Kocho Ligaol Léolam, que la Torah lui a renforcé, elle lui a donné le droit, elle a donné la beauté à sa force, ça veut dire elle lui a donné le droit, Ligaol Léolam, de pouvoir libérer son champ toujours. Donc, il va expliquer jusqu'au Yovel. Léolamo chez Yovel. Ça veut dire, Léolam, ça veut dire jusqu'au Olam, jusqu'au monde du Yovel, jusqu'au Yovel. Imlo Mechara Gizbar. Si jamais ça veut dire les préposés du Beth Amikdash, ils n'ont pas vendu à quelqu'un d'autre entre-temps. S'ils l'ont vendu à quelqu'un d'autre entre-temps, aussi, il a perdu le champ. Mais ça veut dire, si jamais les préposés du Beth Amikdash, ils n'ont vendu à personne, et qu'elle est restée donc, jusqu'au Yovel, il peut la racheter. C'est que au Yovel qui perd sa maison. C'est s'il n'a pas racheté après le Yovel, c'est son champ, ça veut dire. Le champ qu'il a sanctifié au Beth Amikdash, il a jusqu'au Yovel pour le racheter. S'il ne le rachète pas, il est distribué au Kohanim. Mais jusqu'au Yovel, il peut le racheter. Alors que dans la maison, il peut la racheter que pendant un an. Donc, comment tu pourrais dire l'un de l'autre? Donc, ça, c'est vu. Donc, la Olamosh al Yovel, ça veut dire il peut le racheter. Donc, celui qui sanctifie son champ, il peut le racheter jusqu'au Yovel. Imlo Mahagizbar, si le préposé du Bedin ne l'a pas vendu à quelqu'un d'autre. La Kohanim, parce que le champ il est distribué chez les Kohanim quand on l'a sanctifié, Ada Yovel, que jusqu'au Yovel, que après le Yovel. C'est-à-dire, double négation, ça veut dire il est distribué au Kohanim que après le Yovel. Mais jusqu'au Yovel, le propriétaire, il a encore la possibilité de le racheter. Et donc, comment tu peux comparer ça à celui qui vend sa maison, qui a qu'un an pour la racheter? Et sur ça, la Gemara avait dit, on va rapporter le deuxième cas, c'est celui qui vend son champ. Celui qui vend son champ, qui a reçu un héritage, ça va être une preuve, puisque lui, il peut racheter son champ jusqu'au Yovel, et malgré tout, il ne peut pas le racheter à moitié. Léolam, donc encore une fois, il peut racheter son champ toujours, Léolam, Ada Yovel, jusqu'au Yovel, au Yovel, Choseret Velopidion, et au Yovel, le champ, il lui revient sans avoir besoin de le racheter. Afani Avi, donc là, je peux apprendre par Akal Vachomer ou par déduction Binyanav, avec Magdish, que c'est lui qui sanctifie son champ, que lui aussi il peut récupérer son champ jusqu'au Yovel, et malgré tout, il ne peut pas emprunter et racheter à moitié. Les Fichar, c'est pour ça que le verset, il a besoin de Utzkar. Le verset, il aurait été nécessaire. Imgol Igael, donc nous dire encore une fois que dans celui qui sanctifie, il peut racheter à moitié, emprunter et racheter, parce que le verset, il a besoin de le spécifier en disant le pasuk Imgol Igael, s'il va libérer son champ. L'Omar, chez Lové Vegoel, pour dire qu'il peut emprunter et libérer et racheter ou racheter à moitié. Et sur ça, la Gemara, donc, elle avait objecté, elle dit, non, mais il y a un autre point commun entre ces deux cas, c'est la deuxième année. C'est que dans la deuxième année, que celui qui vend son champ, il ne peut pas le racheter la deuxième année, et celui qui vend sa maison aussi ne peut pas racheter la deuxième année. Et peut-être c'est ça le point commun qui entraîne qu'on ne peut pas emprunter, racheter ou racheter à moitié. Mais celui qui sanctifie, il peut racheter depuis le début, donc lui, il pourrait emprunter et racheter. Alors Rachid explique, Beshana Shnia, la deuxième année, les Mocher Sadeh Afusa, parce que celui qui vend son champ qu'il a reçu en héritage, le vendeur ne peut pas racheter ou libérer jusqu'à ce qu'elle vienne la troisième année. Ce qu'on a vu marqué Shanim Tiageoulato, donc il faut que l'acheteur il ait deux récoltes. Alors que celui qui a vendu sa maison dans une ville de muraille, et non égal, et la Barishona, il peut libérer que la première année. Nimsa, il se trouve chez Enzevazé, que dans les deux cas, donc le point commun entre les deux cas,
que dans les deux cas, dans Enzevazé, Goualin, Bachnia, les deux cas, ils ne peuvent pas libérer et ils ne peuvent pas racheter pendant la deuxième année. Et donc, et sur ça, la Gemara réfléchit. Maintenant, il y a l'esclave juif. Elle veut dire que d'Amar Leil, puisque l'esclave juif, on a dit plus haut, Benigal Kulo Velachatio, qu'on apprenait du verset qui peut être racheté que entièrement et pas à moitié, Ven Lové, qui ne peut pas emprunter et se libérer, Vegoel, DA, parce que le verset dit O Isiga Yado. Le verset dit clairement qu'il faut qu'il gagne de l'argent pour se racheter. Et donc voilà, donc là, et lui, il peut pas donc emprunter, se racheter ou se racheter à moitié, alors qu'il peut se racheter tout le temps. Donc on voit de là que n'importe quel cas de rachat, normalement, on peut assumer que on peut emprunter, qu'on ne peut pas emprunter ou racheter à moitié, jusqu'à ce que la Torah te spécifie, dans le cas de celui qui, jusqu'à ce que la Torah te spécifie, dans celui qui sanctifie, qui peut son champ, qui peut le faire. D'accord? Si vous voulez, on peut refaire simplement la dernière, tu vois, la question de Tosfot qu'on avait vu la semaine dernière, mais que je ne sais pas, maintenant, je ne sais pas, tu vois, ça veut dire, parce que Tosfot, donc moi, ça veut dire, on peut reprendre, je ne vais pas faire le Tosfot, tu vois, d'après que ça, on garde pour la semaine prochaine, tu vois, mais tu vois, mais ça veut dire, on peut relire, tu vois, si tu veux, dans le dernier Tosfot qui est avant celui-là, le Tosfot qu'on avait fait la semaine dernière, le Tosfot, tu poses une question, il dit, tu vois, c'est le Tosfot ici, je pense qu'on avait fait tout le Tosfot, mais bon, je ne vais pas reprendre tout le Tosfot, tu vois, c'est enregistré. Yesh Thomas, non, Veim Thomas. Veim Thomas, tu avais dit Veim Thomas. Tosfot, il avait posé à la fin une question. Donc, on ne voit pas la question, parce que donc, Veim Thomas, tu vas me dire, dans les 4 dernières lignes de Tosfot, Veim Thomas, dernier mot de la ligne, Veim Thomas, tu vas m'objecter. Mikol Makom, malgré tout, Ama Ilonakat, Aïkalva Homer Meved Ivri. Ça veut dire pourquoi la Braïta? Ça veut dire parce que la Braïta, finalement, quand elle a voulu apprendre que celui qui sanctifie son champ, sans pasouk, j'aurais pensé qu'il ne peut pas le racheter à moitié. Elle a pris de quoi? Elle a cité quoi? Elle a cité celui qui vend son champ ou celui qui vend sa maison. Mais puisque finalement, l'argument final, c'est l'esclave juif, pourquoi la Braïta, elle n'a pas dit clairement, voilà, on apprend de l'esclave juif qui ne peut pas se racheter à moitié? Tu vois, pourquoi est-ce que la Braïta, elle a utilisé celui qui vend sa maison, celui qui vend sa maison, ou qui vend, comment ça s'appelle, qui vend son champ, alors que finalement l'argument final c'est l'esclave juif. Donc c'était ça la question de Tosfot. Tosfot il demande, même Thomas, et si tu vas me dire, Mikol Makom, malgré tout, Amai, pourquoi l'Onakat, il n'a pas marqué, il n'a pas noté, c'est entendu l'auteur de la Braïta, qu'on a vu jusqu'à maintenant, Aïe Kalva Homer, donc ce Kalva Homer, mais Eved Ivri de l'esclave juif. Kevan, puisque des Likal et mes frères, il n'y a pas lieu d'objecter midi, quoi que ce soit, il l'avait sur ce Kalva Homer. C'est l'argument finalement définitif, c'est que l'esclave juif qui ne peut pas se racheter à moitié, qui ne peut pas emprunter et racheter. Et voilà, donc là on peut dire, voilà, on voit que celui qui sanctifie son champ, ça va être la même chose, il ne peut pas se racheter à moitié, ni emprunter et racheter, parce que qu'est-ce que tu vas dire comme argument, tu vois? Qu'il ne peut pas se racheter pendant 2 ans, que truc bidule, tu vois, ça veut dire. Voilà, alors, Tosfot dit, donc pourquoi la Braïta n'a pas pris cet argument puisqu'il est définitif? Alors, c'est pour ça que Tosfot répond une réponse, il dit, Viesh Loma, au lieu de dire, des sadé misadé a dit fallait les mélaf. C'est-à-dire que l'auteur de la Braïta, il voulait quand même faire ressembler à un cas de champ, puisqu'on parle de celui qui a sanctifié son champ. Donc, on voulait faire ressembler à celui qui vend son champ ou qui a vendu sa maison. Mais ça veut dire le cas d'un esclave, c'est un peu lointain. Et donc, c'est pour ça qu'il n'a pas voulu citer ça, bien qu'en fait, tout le Kalva Homer, il part de là-bas. C'est ça ce que Tosfot dit. Tu vois, mais tu vois, c'est une réponse bancale, c'est une réponse comme ça, tu vois, un peu bizarre. Mais tu vois, moi, à la fin, maintenant, je me dis, mais c'est quoi la question, Birklal? C'est parce que ça veut dire, l'esclave juif, tu vois, ça veut dire, il n'est pas libéré au Yovel. Ça veut dire, un esclave juif, pardon. En quoi c'est bien prouvé? Il est libéré au Yovel, il est libéré au Yovel. Tu vas le rentrer dans le Kalva Homer. C'est déjà un esclave juif qui est libéré au Yovel. Lui aussi, il ne peut pas se racheter à moitié, il ne peut pas emprunter et racheter. Si quelqu'un sanctifie son champ, qu'il perd son champ au Yovel, c'est sûr qu'il ne peut pas emprunter. Mais tu vois, ça veut dire tu pourrais renverser tu pourrais renverser l'argument, tu pourrais dire, ouais, mais si jamais quelqu'un, tu vois, parce que tu comprends, ça veut dire, tu pourrais dire, voilà, c'est parce que l'esclave juif, de toutes les manières, il va être libéré au Yovel. Donc, c'est pour ça qu'on lui dit, tu ne peux pas te racheter à moitié, tu ne peux pas emprunter et racheter, puisque tu vas être libéré au bout de 6 ans, au bout du Yovel. Alors que si quelqu'un il a son champ, il a sanctifié son champ, et que si jamais il ne le rachète pas, il va le perdre au Yovel, je pourrais dire en fait que la Torah lui permet d'emprunter et de racheter à moitié. Ça veut dire si tu n'as pas ce qui prouve que cet argument il est faux, c'est le cas de la maison.
où le type il a un an pour la racheter et après il a perdu. Et malgré tout, la Torah dit tu peux emprunter à moitié ni racheter à moitié. Mais sans le cas de la maison, tu vois, tu ne pourrais pas vraiment apprendre parce que tu pourrais dire voilà, là-bas c'est parce qu'en fait le type il est libéré à la fin. Ici, le type il va perdre son champ à la fin. Tu vois, et ça, tu vois, sans le cas de la maison, tu peux pas contrer cet argument. C'est pour ça que je ne sais pas pourquoi Tosfot il dit ouais, c'est évident. Si tu veux, moi, j'ai pas envie d'entrer plus. Je sais qu'est-ce que Tosfot dit. Tosfot, en fait, c'est parce que comme cet argument, si tu veux, cette logique, là, en fait, c'était la discussion entre Rabbi Shimon et Rabbanan. Que tu vois que c'est Rabbi Shimon qui avait dit, en fait, voilà, la Torah, elle a voulu équilibrer. Elle a dit, comme le mec, il va perdre son champ. Donc, c'est pour ça que la Torah, elle va dire, OK, tu peux le racheter à moitié ou emprunter le racheter parce qu'on ne veut pas que tu perdes ton champ en Yovel. Mais tu vois, ça, c'est Rabbi Shimon qui pense comme ça. Donc, on a l'impression que Tosfot, il pense que Rabbanan, ils n'envisagent même pas une manière de réfléchir une manière de réfléchir comme ça. Tu vois, comme si pour Rabbanan, comme on n'explique pas les raisons du pasouk, donc on n'a pas rentré dans une philosophie comme quoi la Torah elle a eu pitié de toi parce que tu vois, tu vas perdre ton champ. Au contraire, tu dois toujours réfléchir en disant si déjà dans un cas où le type il va perdre, si déjà dans un cas où le type il va être libéré, la Torah lui a dit tu ne peux pas te racheter à moitié, c'est sûr que si quelqu'un il va perdre son champ, donc la Torah elle a voulu lui enlever des droits, c'est sûr qu'elle va lui empêcher de racheter son champ à moitié, tu vois, un truc comme ça. Parce que tu vois, mais bon, parce que ça, c'était ça la discussion qu'il y avait entre Rabbi Shimon et Rabbanan. Et Tosfot, il a l'impression que lui, il veut dire que pour Rabbanan, cette manière de penser de Rabbi Shimon, de dire, comme tu vas perdre ton champ, alors on t'a donné en contrepartie la capacité de le racheter à moitié. C'est une logique, tu vois, qu'il ne peut même pas accepter comme une mina, quoi. Tu n'as pas besoin d'une source pour démontrer que c'est faux, quoi. Ça veut dire, tu vois, c'est une manière. Évidemment, de alors, ça, c'est bazar. Ouais, c'est ça, on ne peut pas penser comme ça. Et donc, l'idée, ça serait de dire, comme l'esclave juif, lui, est libéré au Yovel, il est libéré au bout de 6 ans, et malgré tout, il ne peut pas se racheter à moitié, malgré tout, il ne peut pas emprunter à se racheter. C'est sûr, tu vois, que celui qui a sanctifié son champ, qui va perdre son champ à Yovel, c'est sûr que lui, la Torah ne lui a pas donné le droit de se racheter à moitié, ou de le racheter à moitié, ou d'emprunter de le racheter, tu vois. Comme ça, tu vois, c'est comme ça que tu peux dire. Enfin, bref, mais bon. Mais c'est sûr que la question de Tosfot, selon ça, la question de Tosfot, elle reste, c'est bonne, c'est une bonne question. C'est-à-dire, voilà, pourquoi, si à la fin, l'argument définitif, c'est l'esclave juif, pourquoi est-ce que tu as besoin de faire des circonvolutions en passant par la maison, celui qui vend sa maison, celui qui vend son champ, on ramène directement le cas de l'esclave juif, et puis voilà, tu justifies pourquoi j'aurais pensé que celui qui sanctifie son champ ne peut pas l'acheter à moitié, tu vois. Voilà. Ouais, disons, moi, je vais arrêter là parce que je dis. C'est très compliqué parce qu'en plus, on fait tout le temps le lien entre l'esclave et le champ. Ouais, en plus, ouais, tu veux dire quoi? Ça veut dire, normalement, on le fait. D'accord, non, je vois. Ah, c'est ça. Ouais, c'est ça, non, je suis d'accord. Non, c'est pour ça que la réponse de Tosfot, tu vois bien que Tosfot, en fait, quand il dit ça, c'est parce qu'il dit, OK, je sais pas, tu vois, tu vois, c'est un peu, tu vois, quand il dit, il a voulu le faire ressembler au cas de l'esclave, il a préféré apporter un champ avec un autre champ, tu vois, c'est une réponse, tu vois, comme ça, faible, tu vois, c'est-à-dire, bon. On verra de toute façon, on n'est pas peur que la semaine prochaine, Tosfot, la semaine prochaine, je vais pas vous dire, mais ça, à mon avis, je me rappelle que c'est assez. C'est pas facile, ça veut dire, OK, c'est pas facile, c'est pas. On va rigoler. On va jongler. Ah, on va jongler. OK. Bon, c'est sympa de faire ça réveiller. Hein. Ouais. Ça, pour moi, c'est un bon noir. Moi, j'en plus. En tout cas, pour moi, ça me fait plaisir que vous soyez réveillés. Quoi. Ça me tuait de faire quand vous étiez complètement. Tu vois. Non. Alors, merci Valentin. Moi, c'est un bon horaire. C'est un bon horaire, c'est super. Ah ouais. On peut garder celui-là si vous voulez pour la semaine prochaine. Pour moi, c'est parfait. Ouais, on peut garder ça. Top. Moi, je vais le mettre. Je vais le mettre dans les calendriers. Ouais. Ok. Je crois que jeudi, c'est ça, non? Je pense que ça. Ouais. Dimanche, ça va être le 14 déjà, mais voilà. Ouais, et moi, après, bientôt, je vais retourner en France. Donc, j'ai un mariage. À 3h. Il est marqué 3h. Ok, à 1h, c'est bon. Mais je peux pas. J'ai le mariage de mon meilleur pote à 3h. À la Spanish. Alors, oui. Alors, si on peut commencer. À quelle heure on a commencé aujourd'hui? On peut commencer plus tôt. Tu pourras commencer plus tôt, Valentin? Vous voulez faire midi? Ouais. Midi, pour moi, c'est juste 1h30. C'est juste midi et demi? Midi et demi, c'est mieux. Parce que tu vois, moi, j'ai un show jusqu'à midi. Tu vois, ça me laisse une demi-heure de battement. Tu vois, c'est bien. Est-ce que tu vois ça? Vous avez à peine de manger. Un minimum. Top, c'est noté. Midi et demi la semaine prochaine. Ok, voilà. Merci beaucoup, Rav. Merci, Valentin. Je te bloque pas. Je veux juste savoir pour la Agrippa, Rav.
Ouais. L'histoire, Ouais, parce je vais qu'on a... m'occuper de Benjamin. Allez. Shavuot Kolto. Shavuot, bye. Ouais. Non, parce que pourquoi on est parti sur ce truc de Agrippa et de la femme? Ouais, parce que c'est ta raison, parce que moi je voulais, ce que tu as dit, c'est vrai, ça veut dire, il faut comprendre, parce que l'Agma a dit, ouais, Agrippa, grosso modo, les Rishonim, ils disent, sa mère, elle était juive, tu vois. Et en fait, tu vois, ce que je voulais dire, tu vois, ça veut dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas vraiment vrai, c'est-à-dire, ce que l'Agma, elle veut dire, c'est que le père, si tu veux, c'est que la mère de son père, elle était juive, tu vois, elle était kohénète. Et en fait, mais c'est son père, en réalité, qui avait un yichus par rapport à une mère juive, tu vois. Ouais. En fait, si tu veux, du côté de sa mère, à lui, directement, c'était que des convertis aussi, tu Ouais. vois, ça veut dire, ah, c'est tout. Mais c'est sûr que Alors, dans il n'y a pas de sujet de dire que tout réfléchit. Ah, d'accord. Ouais. tu vois, l'histoire, c'est que l'idée, c'est que comme du côté du lignage paternel, le lignage paternel, c'est quoi? Son lignage paternel, c'est un mélange d'Hérode, tu vois, tu vois, donc des convertis ou des esclaves affranchis, plus ou moins affranchis, j'en sais rien. Parce que je pense que c'est possible aussi que c'est ça le vrai problème, c'est qu'en fait, ils n'ont pas vraiment été libérés, tu vois. C'est un mec qui tue son maître, enfin, dans l'histoire, on dit qu'il était quand même libéré déjà avant, tu vois. Mais tu vois, puisque même son père, si tu vois, le père d'Hérode, il était déjà un noble, si tu veux. Donc, tu vois, dans la cour, tu vois, ça, c'est pas vraiment un esclave, tu vois. Mais donc, l'idée, en tous les cas, c'est que l'idée, c'est, en fait, Agrippas, du côté paternel, en fait, il descendait et de Hérode et des Hashmonaïm. Tu vois, voilà, Mariamné, qui était sa grand-mère, en fait, tu vois, ça, c'était sa grand-mère paternelle. Et donc, ça veut dire, en fait, l'idée, c'est ça veut dire que l'idée, c'est que, pourquoi la Gemara, elle appelle ça que sa mère, elle est juive? Ça veut dire dans le sens où, tu vois, en fait, c'est que son père, si tu veux, c'est son père qui avait sa mère qui était juive, quoi, si tu veux. Mais, grosso modo, c'est tout, tu vois, mais ça revient au même. Dans le sens, est-ce que, tu vois, ça veut dire que l'idée que, pour que, en fait, tu vois, la judaïté, elle fonctionne pour qu'il soit roi, il aurait fallu qu'il y ait un père, tu vois, qui soit de lignée juive, tu vois. Or, tu vois, il n'y en a pas, tu vois. Ça veut dire que même si le père, il était juif d'une mère juive, etc., même Kohenet, comme son père, il n'était pas juif ou il était converti, donc il reste sur la lignée d'être converti, quoi. Ça serait ça, tu vois, c'est ça l'idée, tu vois. Mais oui, mais je me dis, la question ne se pose même pas d'avance, vu que du côté de sa mère, il est même pas juif de lignée, donc il n'y a même pas de sujet Non, mais de roi. non, parce que ça veut dire l'idée, c'est ce qu'on voit. Par exemple, imagine, tu vois, ce qu'on voit de l'histoire, par exemple, tu vois, même, je sais pas, tu vois, ça veut dire, j'ai oublié, tu vois, il y a Salomon, il s'est marié aussi. Le fils de Salomon qui a régné, lui-même, il était, tu vois, ça veut dire, c'était une femme convertie qu'il a eue, tu vois, l'idée, tu vois, le problème, c'est que tant que le père, il est juif, même si la mère, elle est convertie, c'est pas un problème. Ah. Tu comprends l'histoire? C'est ça l'histoire, c'est que tu vois, ça veut dire, a priori, toute l'histoire, c'est, d'après tout le monde, si un homme juif, il s'est marié avec une convertie, l'enfant, tu vois, il peut devenir roi, tu vois. Le problème, tu vois, c'est ça l'histoire. Ici, tu vois, alors tu vas me dire, ici, c'est ce qui s'est passé, tu vois. Le père d'Agrippas, comme sa mère, elle était juive, il était juif, tu vois, puisque sa mère, elle était cohénète même. Tu vois, sa mère, la mère de son père, c'était Mariamné. Donc, en fait, l'idée, tu vois, tu vois, donc voilà, tu pourrais dire, voilà, non, parce qu'en fait, l'idée, c'est que, comme en fait, tu vois, ça veut dire que, voilà, si tu veux, voilà, c'est le lignage du père qui compte après. C'est ça ce que ça veut dire. Dans le sens littéral. Mais tu vois, mais selon le Rambam, que le Rambam dit que si la mère elle est juive, ça suffit. Donc il y avait une question de ce cas-là. C'est pour ça qu'on arrive à ce chidouche-là, de dire que la mère, elle pouvait ne pas reconnaître l'enfant. Et que c'est ça ce que sûrement Mariam elle avait fait. C'est ça ce que la Gemara dans Bavatra, elle voulait dire en disant qu'elle s'était suicidée, qu'elle avait dit qu'il y avait personne qui descendait Hashmonaïm. C'est qu'en fait, elle avait voulu enlever le Yichus. Et a priori, la mère, on voit que par exemple, Esther, elle a pu faire la même chose avec Sirius et tout ça. C'est-à-dire que la mère elle aurait la capacité d'enlever de ne pas reconnaître l'enfant. Et c'est comme ça, tu vois, c'est pour ça que selon le Rambam, il y aurait un problème sur la légitimité d'Agrippas, parce que même si, en fait, techniquement, sa mère, elle était juive et que normalement, c'est suffisant pour être roi, comme sa mère, elle n'avait pas reconnu, si tu veux, donc en fait, ça lui enlevait la légitimité d'être roi. Ah ouais. Ok. C'est ça l'idée. C'est un ridouche, tu vois, c'est un ridouche, mais c'était pour expliquer, parce que c'est une question sur le Rambam, tu vois, quel est le problème, puisque le Rambam, il dit que la mère juive, ça suffit, contrairement à Taswat, tu vois. Taswat, il dit qu'il est Mechadesh à cause de cette histoire-là, que ça suffit pas la mère juive, il faut le père juif, mais le Rambam, il dit pas ça dans le Rashi aussi. Pour expliquer le Rambam. Ouais, c'est ça. Et tu vois, c'est tout, tu vois. C'est un ridouche, mais pourquoi pas, je veux dire, comme je t'ai dit, c'est que si déjà la mère, comme je dis, ce Mefaresh, ce commentaire que j'ai ramené à la fin, tu vois que lui dit que même si on peut dire que voilà, est-ce qu'une mère, elle peut décider que son fils, il n'est pas juif,
Quand tu vois le père il est goy, c'est discutable. Tu vois, il dit lui-même que ce qu'il dit le Marit al-Ghazi, on retrouve plein de rishonim qui ne pensent pas comme ça, et ça va être un avis minoritaire dans la halakha. Mais il dit que si jamais le père il est converti, c'est plus logique que ça soit possible parce que l'idée c'est que comme en fait, tu vois, quand quelqu'un est marié avec quand une femme juive, elle est avec un goy et l'enfant il est né d'un père goy, tu peux dire, ok, la mère elle peut pas se rétracter parce que de l'autre côté il n'y a pas d'yikous du tout, tu vois. Mais quand c'est avec une convertie, que le yikous d'un converti c'est un yikous. Donc je veux dire, la mère elle pourrait se rétracter si elle veut pas accepter le fait de dire qu'elle lui donne une judéité, tu vois, de matricielle, tu vois, si tu veux. Voilà. Voilà, Merci beaucoup pour tout ça. Merci à toi d'écouter tout ça. Moi, ça me fait super frisouk de donner ce chiot et tout ça parce que j'aime bien, tu vois, parce que ça me fait, tu vois, c'est des chiots un petit peu plus, tu vois, où, tu vois, c'est un peu plus, tu vois, c'est plus haut niveau, tu vois, enfin pour moi, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, c'est plus facile peut-être que la Gemara elle-même, tu vois, d'expliquer. Tu vois, la Gemara, en réalité, tu comprends, la Gemara Shitasfot, c'est vraiment les bases et c'est super important, tu vois, c'est vraiment. Mais en fait, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça c'est plus, tu vois, pour moi, je suis content de donner des shiurim, tu vois, où on apprend plus de trucs, tu vois. Tu vois. Moi, ce qui me semble un peu impossible, c'est comment. Après, parce que vous avez beaucoup d'expérience, comment vous arrivez après à trouver les sources, les confronter entre elles. C'est ça qui est compliqué. Pour nous, c'est que là, un Tosfot, on arrive, même si c'est très dur, on arrive à avoir accès. Le cours que vous faites, il est plus facile à comprendre, mais il est plus difficile d'imaginer qu'un jour, on pourra réussir à. Non, mais c'est ok, c'est vrai. D'abord, ouais, ok. Non, mais ça veut dire, tu vois, mais bon, j'arrive pas toujours à confronter, tu vois bien. Non, ça veut dire, ok, je te dis honnêtement, tu vois, si tu veux, je donner les trucs, tu vois, les trucs, tu vois. C'est surtout que le truc, c'est que comment c'est de le faire tirer. Il y a beaucoup, en fait, il y a beaucoup de livres de référence aujourd'hui. Tu vois, le Rambam Frankel, il ramène, mais même sans le Rambam Frankel, tu vois, ça veut dire avec toutes les Gmarots maintenant qu'il y a Metifta, tous ces machins-là. Tu vois, en fait, l'idée, c'est que, tu vois, c'est de regarder les références et tu vois, c'est en fait, c'est de confronter les références, tu vois, c'est tout. Alors, le truc, c'est d'être capable de le faire, tu vois, comme je le fais, tu vois, en 2 heures. 2 heures et demie, ça c'est ardos, tu vois, je sais même pas moi-même comment j'y arrive. Tu vois, c'est que normalement, tu vois, je pense qu'un type normal, ça devrait lui prendre au moins 5 ou 6 heures pour préparer un cours comme ça. Mais tu vois, mais voilà quoi, en fait, tu vois, c'est tout, mais voilà, mais c'est un rouge, tu vois, c'est un rouge aussi, tu vois, c'est l'Axéta d'Ishmaïa aussi, il faut dire la vérité, c'est l'Axéta d'Ishmaïa, et c'est un sens, tu vois, je sais pas comment expliquer, c'est un sens. Tu vois, toi aussi peut-être tu l'as, tu vois, mais tu vois, je sais pas comment expliquer, tu vois, c'est un sens, tu vois. Tu vois, des fois, j'arrive aussi, la semaine dernière, d'hier, il n'était pas super réussi de ce niveau-là, tu vois. Tu vois, j'enlève l'enregistrement. Tu vois, mais. Tu vois, ça veut dire, tu vois, des fois, tu vois, ça veut dire que des fois, j'arrive, tu vois, mon kiff, tu vois, c'est quand j'arrive à faire, tu vois, une synthèse, un lien, tu vois, tu vois, tu vois,